It's always a pleasure having you. We are about to receive a 22-year-old student. She's passionate about computer study, and she believes that technology can actually be used to solve our local problems. STV, votre télé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je serai candidat à la présidentielle 2018. Je pense pouvoir être capable et en position de diriger le Cameroun. Ainsi s'exprimait en août 2017 le porte-parole de l'offre Orange. Est-il dans la même veine? Il nous le dira tout à l'heure, lui qui a convié la presse hier au thé citoyen à Yaoundé. Vous l'avez compris, le docteur Ile Kamga est assis dans le fauteuil rouge ce soir. Juriste, expert en droit de l'homme, spécialiste des questions électorales et bien évidemment citoyen camerounais, il ambitionne de libérer le Cameroun et de contribuer à l'unité de l'Afrique. Mandataire de l'offre Orange pour le salut du Cameroun, en abrégé OOSC, l'invité de ce soir veut voir l'alternance au sommet de l'État. Pour cela, sa formation politique entend structurer et positionner la révolution pacifique en vue de la libération du Cameroun. Et ceci passera par les urnes et l'instauration de la Troisième République qui saura se départir du néocolonialisme ambiant. Vous me le dites si je me trompe, selon vous, l'orangisme est l'idéologie de rupture, l'idéologie de la révolution pacifique. Merci, citoyenne Lauriane. Je suis très ravi d'être encore dans cette posture d'invité pour cette télévision citoyenne. Et vous avez très bien dit, et puis je vous tire mon chapeau, parce que l'exposé que vous venez de faire, ou alors la présentation, elle est limpide, elle est claire. C'est ça l'orangisme. Nous sommes un mouvement révolutionnaire, nous sommes un mouvement qui a une idéologie structurée et présentée dans un ouvrage de 270 pages que signe Ile Kamga, au nom de tous les concepteurs, et que pour lequel ouvrage l'homme le plus crédible du Cameroun, selon les orangistes et selon les Camerounais sérieux, c'est-à-dire le cardinal Christian Toumi, signe la préface pour donner le là, pour indiquer que c'est la voie. Et donc voilà, notre mouvement, notre idéologie a pour ambition d'irriguer l'ensemble du pays, du Cameroun, et comme c'est un soubassement panafricaniste, nous entendons aussi partager cette idéologie dans la plupart des pays africains. Ce qui est aujourd'hui notable à prendre en considération, c'est que beaucoup d'autres pays, des amis de la société civile, qui sont inspirés de l'orangisme, ont déjà implémenté dans leur pays, mais pas encore au Cameroun. 2 pays déjà l'ont implémenté, et nous en sommes très fiers, mais en même temps on est triste que le Cameroun, on en soit encore un peu à traîner les pas, mais on va y arriver. Permettez-moi de vous dire bonsoir. Bonsoir. Ou alors je dois dire bonsoir docteur ou citoyen Ile Kamga. Tout ce qui vous arrange, j'aime bien qu'on m'appelle citoyen. Et pourquoi cela? Oui, parce que les titres, ça ne renvoie pas à qui on est effectivement. Et dans un pays où on est victime de la titrologie, les gens aiment davantage les titres. Et ça fait, je suis plus à l'aise dans l'explication de ce paradoxe du contenant et du contenu qu'un célèbre philosophe camerounais avait mis sur la table. Les gens aiment les contenants, pas les contenus. Et les titres renvoient au contenant. Est-ce que ces titres-là renvoient effectivement au contenu du savoir qu'on est supposé avoir? Je préfère être qualifié par le contenu. Par un contenu. Et ce contenu, quand je le déverse, on a quand même le sentiment qu'il est substantiel. Alors, actualité oblige, hein, j'en devine que vous devez être sur le terrain avec les élections présidentielles, mais j'aimerais quand même savoir comment se passe une journée du docteur Ile Kamga, loin de la politique et autres mouvements. Une journée normale du docteur Kamga Chil. Quand c'est loin de la politique, la journée normale, je vais prendre un samedi matin, par exemple. C'est très normal, et dans ces conditions, j'oublie les télévisions et les radios. Je me lève le matin, un peu de sport, comme d'habitude, et puis
La première personne qui me réveille toujours, qui me rappelle qu'après le sport, papa, c'est ma petite fille. Surtout Winnie Mandela qui aime le rappeler. Et puis bon, voilà, papa, les beignets, n'oublie pas. Et puis voilà, on va manger les beignets ensemble, beignets haricots, bouillis, tous les samedis matins à table avec l'ensemble des enfants. Et après quoi, naturellement, je mets à la lecture. Et après la lecture, qu'est-ce que je fais? C'est un samedi matin. J'ai pas autre chose après la lecture que, effectivement, d'être avec les enfants. Après les enfants, c'est un samedi matin. Quand j'ai fini de prendre mon déjeuner, j'aime bien me distraire quand je suis disponible, quand je suis libre. Et cette distraction, mes amis du club de damier, ils aiment bien ça. Je suis un très bon joueur de jeu de dames. Donc, en dehors du sport physique, il y a ce sport intellectuel que j'aime bien. Et puis, donc, voilà, c'est ça ma journée. Et naturellement, quand on est arrivé en après-midi, en fin d'après-midi, il faut bien sûr, on est obligé, comme ça, de regarder l'actualité nationale et internationale. Et bien entendu, quand je peux me trouver un petit espace à moi, parce que si toutes les télévisions de la maison ne sont pas occupées par les enfants, alors je suis obligé de me retirer si je n'en ai pas d'espace pour aller dans un autre espace où je peux regarder seul la télévision. Et cette fois-là, en tant qu'un bon prisonnier par rapport à ces mamans qui sont les véritables propriétaires. Et donc voilà une journée hors politique, hors science, hors... une journée normale. Normale, voilà. Alors, ce n'est pas la première fois que vous êtes assis dans ce fauteuil, dans cette posture. Ce soir, j'aimerais que nous échangions à partir de quelques dates qui marquent quand même votre engagement associatif et politique. Commençons déjà par les années 89-90, désignées comme des années de braise dans les universités camerounaises. Vous êtes membre de plusieurs associations estudiantines, dont le fameux Parlement. Dites-nous quelque chose par rapport à cela. Quel était votre rôle dans ce mouvement-là? À ce moment, j'ai le privilège d'être un jeune étudiant. Le privilège, c'est quoi? C'est tout le monde, tous les étudiants sont privilégiés. Mais j'ai été très précoce. Je suis allé en Europe beaucoup plus tôt. Je rappelle que c'est l'année de votre retour au pays. C'est mon retour au Cameroun. Oui. Et ce retour est malheureusement déterminé par un fait historique négatif pour moi, c'est-à-dire la maladie qui me prend en Europe et donc je suis obligé de rentrer. Et là, il faut encore louer la médecine africaine. Parce que la médecine occidentale n'a pas pu me résoudre mon problème en Europe, en France particulièrement, où près de 3 mois de clinique n'ont rien donné. Et c'est au Cameroun que j'ai pu être soigné par les feuilles, par les plantes. Et ça, c'est important de le dire. Et donc, du coup, je dois rester au Cameroun encore. Et je me retrouve à Yaoundé. Parce que Douala, c'est ma ville, dont Yaoundé, c'est parce que le milieu estudiantin. Et il faut se rappeler que c'est une période très charnière du point de vue des relations internationales. Il y a la guerre du Golfe qui vient d'être lancée. Et l'Amérique a un problème sérieux avec l'Irak. Et donc voilà. Et du coup, on a quand même... ce qui est intéressant, ce que je trouve à l'université de Yaoundé, un élément un paradoxe. Un paradoxe qui est caractérisé par les infrastructures nulles, qui ne peut pas permettre. Moi, je viens de France, je vois, nous avons là-bas des bibliothèques extraordinaires, l'étudiant est mis dans les conditions extraordinaires pour produire. À Yaoundé, on est avec des étudiants qui sont mis dans les conditions les plus négatives du monde, mais qui sont des étudiants très intelligents et qui ont un rapport au savoir qui est un rapport extrêmement intelligent. Donc, c'est des étudiants qui sont très avisés, qui ont appris, qui par des livres, même s'ils ne sont pas les livres suffisants, ils ont quand même maîtrisé l'ensemble, pas l'ensemble, les fondamentaux du savoir. Donc, c'est des enfants, des jeunes étudiants qui, malgré ce contexte infrastructurel et politique qui ne leur permet pas d'acquérir le savoir, sont doués et dotés d'une capacité d'appropriation du savoir qui est quand même extraordinaire à Yaoundé, à ce moment-là. Donc, la scène internationale inspire les jeunes étudiants avertis camerounais de l'époque qui commencent à réfléchir sur leur propre mal-être en se préoccupant de la dimension droit de l'homme dans la crise qu'il y a entre le monde, les États-Unis et l'Irak. Et donc le mouvement estudiantin, qui va s'appeler plus tard le Parlement estudiantin, naît dans ces conditions-là. Et vous demandez mon rôle, naturellement, comme certains peut-être, j'ai une petite avance sur certains. Sur certains, pas sur tout le monde. Et donc, je vais participer à la structuration idéologique de la dynamique de revendication
il faut distinguer très bien. Tous, la revendication ne se fait pas sous le Parlement estudiantin. Le Parlement estudiantin deviendra le label, le générique qui va gouverner et qui va structurer notre mobilisation à l'époque. Mais il y a la Coordination nationale des étudiants camerounais, qui est une structure légale, créée et pilotée par Senfotonkam, ce leader extrêmement brillant qui arrive. Et puis il y a les mouvements populaires conduits par Général Schwarzkopf, Tala Corentin. Oui. Et vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, tous ceux qui étaient leaders de premier public avaient des noms du genre Tala Corentin, Schwarzkopf, Colin Power, Tarek Aziz, ainsi de suite. Et vous étiez Carlos. Et oui, voilà, j'étais Carlos, donc vous comprenez que j'étais le stratège de l'ombre, le théoricien et l'idéologue d'un certain nombre d'éléments. Donc voilà, et parce que Carlos n'a jamais été public. Il est toujours dans l'ombre, mais il est au cœur de l'ensemble des éléments. Et donc, c'est le rôle que je donne. Et le contexte aussi est marqué par le fait que les étudiants se rendent compte que leur problème ne peut pas être résolu par le chancelier de l'époque, qui s'appelle Joël Moulin, qui se montre incompétent pour résoudre le problème. Titus Sezoa, qui en est le ministre de l'Enseignement supérieur, se montre pas très disposé. Et donc les étudiants, naturellement, dans une logique discursive normale, se rendent compte que leur problème n'est plus académique, il est politique. Puisque je suis le chancelier ne peut pas résoudre, ça veut dire que c'est le politique qui doit résoudre. Et donc quand les étudiants commencent à questionner la gouvernance universitaire qui les préoccupe directement, ils se rendent compte que ce n'est pas exclusif. Et que c'est toute la gouvernance nationale qui est un problème. Et voilà comment le mouvement estudiantin devient un mouvement de libération globale. Voilà, donc moi je me retrouve là. Il y a des guerres de leadership au sein du Parlement estudiantin qui vont naître. Et je vais participer au rapprochement des différents camps, parce qu'il y a deux camps quand même, il faut le dire. Deux camps qui se créent, le camp du général Schwarzkopf et le camp de Senfotonkam. Mais tous ces camps, j'estime que tout ça, c'est nécessaire. Parce que certains ont dit les autres étaient achetés, ainsi de suite. Non, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. J'ai organisé des réunions de réconciliation de l'ensemble de ces groupes. Et ça a plus ou moins abouti. Ça, ce n'est pas le moment de questionner. Mais je suis fier de savoir que l'ensemble de ceux qu'on taxait des étudiants égarés, des gens qui voulaient, ainsi de suite, il n'y a pas un seul parlementaire sérieux leader de cette époque qu'il n'ait pas au moins un PhD ou un équivalent. Vous avez des professeurs agrégés, titulaires, des titulaires de chaires dans les universités, des colonels, des hauts officiers des armées américaines et consorts qui sont... Donc vous avez la crème qui s'est retrouvée. Tous ces gens, tous ces camarades qui ont été contraints à l'exil ont montré qu'ils étaient titulaires d'un contenu suffisant. Et que donc voilà, donc nous sommes fiers de cette génération-là. J'ai permis quand même à plus d'une centaine de partir en exil. Moi, j'étais obligé de me mettre au vert à un moment donné. Il faut noter, ça c'est pour finir sur cet aspect-là, que l'un des éléments qui m'a marqué à l'époque, c'était de suivre un journal 13 heures un jour où on nous dit la liste des étudiants totalement exclus, définitivement exclus des universités du Cameroun. Et je figure, malgré, je me retrouve là dans ce nom avec mes camarades qui sont en Allemagne comme Tenesop, Schwarzkopf, ainsi de suite. Mais ça nous a fait rigoler parce qu'à la réalité, notre pays appartenait à nous tous. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu soutenir certains qui après sont retrouvés en indélicatesse avec M. Biya-Paul et ont cru devoir se rappeler que la gouvernance de Biya était un problème, alors que c'est eux qui étaient nos bourreaux à l'époque. Donc voilà, c'est pour vous situer sur la période de 90-92. Et puis pour conclure là, il faut noter que les mouvements de libération qu'il y a eu par la suite, notamment Cap Liberté et autres, se sont nourris de cette dynamique qui est née à l'université de Yaoundé, pour pouvoir créer un mouvement populaire. Et par la suite, nous avons pensé qu'il était important de jeter les bases de la révolution libératrice du Cameroun à partir de cette dynamique de cette époque-là. Alors, il faut dire qu'entre 90 et 92, effectivement, la bourse est annulée. Vous qui étiez boursier, vous vous retrouvez demain, il n'y a plus de bourse, il faut désormais payer des frais. Dans la même mouvance, nous sommes en année électorale, en 92, il y a des mouvements politiques qui vous intéressent, comme l'Union pour le changement. D'abord, il faut préciser, vous avez fait une allusion à une période précise, à un événement précis, c'est-à-dire la suppression des bourses et la réforme universitaire. Il faut noter que les étudiants à l'époque revendiquaient quoi? Ils demandaient qu'ils ne veulent plus de chanceliers nommés, ils veulent des recteurs élus.
Entre autres choses, ils veulent que les conditions initiales soient rétablies, c'est-à-dire la bourse pour les étudiants. Ils veulent qu'il y ait... Bon, la bourse était accessoire à la réalité. Il fallait qu'il y ait des infrastructures, les bibliothèques et tout ça, c'était les grandes revendications. Quand le pouvoir de Yaoundé a réussi à neutraliser le mouvement, ça je ne vais pas revenir, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais quand ils ont réussi à neutraliser le mouvement, ils ont décidé ce qu'on appelait la réforme universitaire. J'ai écouté une personnalité que je respecte beaucoup, même si je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il a été à l'origine de l'ensemble d'une bonne partie de nos malheurs, il était très content de la réforme de l'époque. Mais je dois dire ici, c'est l'occasion, pour la première fois que je le dis devant les médias, nous sommes les premiers opposants à cette réforme, qui a créé la chose la plus grave que le Cameroun ait pu connaître. C'est-à-dire, je suis aujourd'hui convaincu que du côté du pouvoir, voilà comment on a réfléchi. Le postulat de base, c'était, considérant que les étudiants de cette époque, c'est-à-dire 90-92, sont des détenteurs d'un vrai savoir et donc sont capables de questionner la société de manière holistique, et c'est ça qui a mis notre régime en difficulté, il faut mettre en place un dispositif structurant qui permette que sur une dizaine d'années, on ne puisse pas avoir des étudiants capables d'avoir un contenu véritable, mais un contenant. Et donc la réforme, me semble-t-il, a pour postulat cela. Il faut donc créer des conditions pour que dans 10-20 ans, c'est-à-dire après 92, 93, la réforme, qu'on n'ait pas des étudiants en majorité qui aient le savoir, mais qu'on ait en majorité des étudiants qui aient le diplôme. C'est ça, ils ont réussi. Et pour le faire, ils font quoi? C'est pas compliqué. On décide d'abord de créer un paradigme. L'étudiant de l'époque ne pouvait pas, le sort de l'étudiant ne pouvait pas être déterminé par un enseignant. Donc, c'était un collectif qui déterminait le sort de l'étudiant. Et la première chose qu'on voit dans la réforme, c'est que le sort de l'étudiant est parti du collectif à l'individuel. Et la conséquence, c'est que quoi? C'est qu'on livre l'étudiant, qui, pour valider ce qu'on va appeler désormais UV, dans des modules et autres, est obligé de se soumettre au chantage d'un enseignant. Cet enseignant qui hier avait environ 500 000 francs de salaire, on décide de réduire son salaire du tiers au moins. Il va désormais avoir environ 175 000 francs sur les 500 000, et donc on lui livre l'étudiant comme une proie. L'étudiant qui lui-même, il n'a plus de bourse, il va aller au quartier, donc il faut qu'il se débrouille au quartier à chercher un peu d'argent pour payer sa chambre, payer d'abord les frais universitaires, et ensuite peut-être payer la validation d'une matière. Parce qu'il faut que l'enseignant garde son standing avant la baisse des salaires, à la réalité. Et puisqu'il a les clés, si vous ne chantez pas sa chanson, comme on dit au quartier, vous ne validez pas sa matière. D'où ce que mon ami Jean-Emmanuel Pondy, le professeur, il appelle par exemple les notes sexuellement transmissibles qu'on a vues à l'université. Donc ceux qui ne sont pas très friands du sexe, entre guillemets, permettez-moi, avec la permission de vos téléspectateurs d'utiliser ce genre de langage, ceux qui ne sont pas près du sexe vont chercher de l'argent. On va donc se retrouver à l'ère des polycopiés, et ainsi de suite. Donc l'étudiant rationnel à ce moment-là se dit, comme le pays est structuré autour du matricule qu'on va avoir, le diplôme qui ouvre le droit au matricule, c'était encore ça à l'époque. Donc, qu'est-ce faire? Peut-être aller au marché central, vendre quelques habits de temps en temps et ne plus aller au cours. Je produis les 50 000 qui me permet d'abord de payer les frais, et ensuite ce qui me permet de résoudre le problème de l'enseignant pour valider la matière. Et donc, c'est rationnel. La quête du savoir se retrouve être accessoire, mais la quête du diplôme devient principale. Et au bout, on a quoi? On a que l'université ne peut plus se retrouver en ébullition. La quantité d'étudiants qui se retrouvent être capables d'être détenteurs du contenu devient de plus en plus minoritaire. Et je vais faire une précision. Je ne vais pas dire que tous les étudiants vont se lancer dans ça. On a quand même la crème qui reste. Mais elle est devenue minoritaire, alors qu'avant 93, elle était majoritaire. C'est la majorité des étudiants qui étaient détenteurs du savoir. Après 93, on a fait de telle sorte que les gens vont avoir le diplôme sans avoir les connaissances. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, 10-20 ans, ils ont réussi. Créer un vrai mouvement de revendication sérieux à l'université aujourd'hui, que ce soit Tchang, l'université Douala et autres, c'est pas évident. Il faut que l'étudiant soit touché de manière directe pour se retrouver dans une mobilisation. Non, c'est ça, ils ont réussi. Et donc, il ne faut pas que ce monsieur, que je respecte beaucoup, puisse continuer à faire croire que la réforme était quelque chose de très bien. Hein, comme je l'ai entendu dire il y a quelques jours. Alors, on parle de 2004 à présent. J'aimerais qu'on parle un peu de la coalition pour la reconstruction, pour la réconciliation et la reconstruction nationale. Permettez-moi de ne pas intervenir dans de ne pas donner un avis. Je n'ai pas été fondamentalement mené à cette coalition. J'avais espéré que peut-être
les acteurs de cette époque-là, parce qu'il faut le préciser, je n'ai jamais été dans un parti politique. Ouais. Je n'ai jamais été dans un parti politique, parce que dans l'époque de 92, à laquelle vous faites allusion, j'ai été désigné comme rapporteur général de la cellule de communication Lyon pour le changement, au titre associatif, parce que j'ai représenté la société civile, j'avais 23 ans, je venais en tant que représentant d'une association qui s'appelait SOS Jeunesse Libre, le mouvement pour la défense des droits des jeunes, créé en 1991, légalisé à ce moment-là en 1991. C'est à ce titre, officiellement, que j'agissais dans le cadre de l'Union pour le changement en 1992, jamais dans le cadre d'un parti politique. Donc, maintenant, M. Biya et son régime réussissent à arracher la victoire en 92. Oui. Et naturellement, je suis dépité, comme beaucoup. Et je ne me mets pas à l'écart de la chose politique. Je reste dans le chantier, mais cette fois-là en renforçant mon action dans ce civil, en accompagnant les victimes, les citoyens qui sont victimes des droits de l'homme. C'est ce que je fais depuis 25 ans et que je continue de le faire aujourd'hui. Et donc, 2004, je crois toujours que les gens peuvent produire une dynamique du type 92. Je ne suis pas au cœur de ce dispositif comme je l'ai été en 92, parce que je me méfie un peu de ce qui se passe. Parce qu'à l'époque, en 2004, il faut le rappeler, lors de l'un de mes séjours en France, où j'ai encore un petit pied à terre, il faut le rappeler, je découvre qu'un des candidats qui négocie encore la coalition est en train de faire imprimer ses affiches dans une imprimerie à Gallieni, alors qu'on était encore en train de débattre pour voir qui était le candidat. J'ai dit, c'est une grosse farce, puisque de toutes les façons, ils ne vont pas arriver. Ils ne vont pas y arriver parce qu'il y en a qui fait déjà les candidats. Donc, il faut que ce soit lui ou c'est rien. Et comme je connaissais la posture d'autres candidats, je me dis ça ne va pas aboutir forcément. Ça n'a pas abouti à l'époque. J'avais travaillé un peu avec un comme le professeur Mila Assouté, avec qui on était un peu proche à ce moment-là. Et lui aussi, je ne vais pas juger. Mais de toute façon, cette coalition de 2004, je ne suis pas impliqué de manière directe. Alors, mais en 2004 quand même, vous êtes nouveau président des nouveaux droits de l'homme et vous recevez quand même quelques leaders de l'ADEC qui sont ancrés dans une grève de la faim. Je ne reçois pas les leaders seulement de l'ADEC. Sur votre plateau, il faut le dire, tous les mouvements estudiantins sérieux qu'il y a eu à Yaoundé depuis 1992 ont reçu mon soutien. J'en ai fait une question de principe, apporter mon appui logistique, stratégique, financier aux différentes organisations qui se positionnent dans le syndicalisme estudiantin. Donc, c'est dans cette dynamique-là que j'appuie ce mouvement de l'ADEC. Mouvement, il faut le rappeler aussi, j'ai participé à sa création. Je le dis, ils sont les leaders de l'époque le savent très bien. J'allais demander si c'était en souvenir de vos anciennes batailles à l'université. Ce n'est pas seulement en souvenir, ça reste dans une cohérence. Oui. Je participe régulièrement à inculquer, je ne veux pas dire comme ça peut-être, à renforcer l'engagement citoyen que je peux identifier chez les étudiants. Dès la première année, ceux qui se rapprochent vers moi, on va essayer de leur mettre dans la peau l'engagement. Et puis voilà. Donc, quand l'ADEC doit se créer en 2004, je suis quand même l'un des parrains de la création de ce mouvement. Ça se passe dans mes bureaux à plusieurs reprises pour qu'on en arrive à la légalisation de ce mouvement, n'en déplaise au préfet de Foundiougne-les-Ports qui n'a pas voulu donner le papier de légalisation. Donc c'est de manière naturelle que j'accueille l'ADEC en tant qu'à l'époque, en tant que président de Nouveaux Droits de l'Homme. Parce qu'après SOS Jeunesse Libre, j'ai pris la tête d'une organisation qui s'appelait Conscience Africaine, une organisation née à New York, à la suite de l'appel de Bill Clinton. J'ai été l'un des leaders africains. Il a pris 16 leaders dans les différents pays africains à son arrivée au pouvoir, dans le cadre du Young African Leader Project. Et j'étais l'un des représentants d'Afrique. Et c'est à New York que nous créons pendant 1 mois et demi, de Washington à New York, cette organisation qui s'appelle Conscience Africaine. Et je vais être le secrétaire exécutif. La plupart des membres du bureau sont devenus soit Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et autres. Ils ont libéré leurs différents pays. C'est moi qui n'ai pas réussi au Cameroun, de toutes les façons. Mais ça, c'est en 1994. Ça, c'est en 1994 que nous créons ça. Et cette organisation-là, qui s'appelle Conscience Africaine, je vais implémenter Conscience Africaine Cameroun. Tous les acteurs de l'époque connaissent ce que Conscience Africaine a fait. Et donc, lorsque nous lançons le plus gros programme pour la démocratie en Afrique, subsaharienne, le plus grand programme qui est financé par tous les bailleurs sérieux, les différents gouvernements du point de vue bilatéral, américain, allemand, espagnol, y compris même le Japon, Pays-Bas, l'Union européenne, tous ces gens, ils mettent leur argent dans ce programme important pour la démocratie au Cameroun.
que je vais piloter avec le directeur de British Council, le directeur du Centre culturel américain de l'époque. Ce programme ne va pas connaître aller jusqu'au bout. Parce que le gouvernement de Yaoundé va estimer que le petit Bamileke est en train d'être positionné par les Américains pour rechasser M. Biya. Et M. Tchungi, André Tchungi, fera une conférence de presse au Hilton, un point de presse de 45 minutes essentiellement sur Kamga, ce petit Bamileke, comme il m'appelait, pour dire le gouvernement a décidé d'arrêter ce projet. Et ma voiture s'est criblée de balles le même soir de cette conférence. Criblée de balles, j'ai dit bien criblée de balles, 6 balles. Cette voiture est restée d'une 305 de l'époque. Elle est restée comme un élément de musée que je présentais à tout le monde, tous les diplomates qui venaient à nos bureaux à Yaoundé pour voir ce qui s'était passé. Et donc, après ça, je suis contraint de repartir en Europe. Je suis ma vie est en danger. Et quand je reviens, naturellement, Conscience africaine et organisation non grata, si on peut dire comme ça. et donc, il faut que je vois comment je vais continuer puisque je suis qu'associatif. J'ai eu le privilège de prendre la tête d'une organisation qui s'appelle Nouveau Droit de l'Homme, dont le siège était à Paris, et dont ils ont créé une section au Cameroun. Et on m'a confié donc la direction de cette organisation, que je vais diriger jusqu'en 2009. Et donc voilà, quand les étudiants décident de gréver, c'est une phase importante de leur lutte. J'ai dit, les bureaux sont offerts, venez, puisque ces bureaux que nous avions mis à place à Yaoundé servaient de base, et ça continue de servir de base pour ceux qui m'ont remplacé, pour tous ceux qui veulent se battre pour la société. Donc, c'est dans nos bureaux que l'ADEC va faire sa grève de la faim, première. Voilà. Alors, en 2011, ce sont les élections présidentielles encore. Et selon vous, il faut éviter le hold-up électoral en 2018. Pensez-vous avoir réussi? Sur ce plan, il faut l'avouer, il faut modestement affirmer qu'on n'a pas réussi. Et nous cessons de nous corriger, mais on n'a pas réussi. Parce qu'il faut revenir sur une étape importante. Lorsque, en 2008, nous nous rendons compte du fait que la situation était plus complexe, il faut penser, je ne peux plus rester un médecin des droits de l'homme comme un journal Libération m'a qualifié à l'époque, il faut penser de manière holistique à résoudre le problème des droits de l'homme qui se pose au Cameroun. Et si on connaît l'origine du mal, il serait idiot de continuer à soigner les effets du mal que de chercher à résoudre le problème de l'origine. À la base, ouais. Et le problème de l'origine, c'est quoi? C'est que c'est le système de M. Biya qui génère un contexte de violation systématique des droits de l'homme. Donc si on balaye le système, on aura réduit de manière considérable les violations des droits de l'homme. Donc on ne sera plus occupé chaque jour à résoudre le problème des... Et donc c'est dans ce sens que nous concevons l'Off-Orange. Nous théorisons, nous modélisons ce projet. Et 2009, il est à sa maturité. Et avec le cardinal Toumi, avec qui je vais avoir plusieurs séances de travail, il décide finalement d'apporter sa signature pour cautionner cet ouvrage. Et je vais rencontrer la plupart des chefs traditionnels camerounais, au Cameroun, les autres officiers de l'armée, ainsi de suite, pour sortir cet ouvrage. Et c'est 2009 que nous le sortons. Et c'est là que nous théorisons la manière dont nous voyons le changement. Et lorsqu'on parle de l'hypothèque de 2011, nous n'avons pas réussi malheureusement, parce qu'en fait le postulat de base dans le Off-Orange, initialement on s'est dit, Dr Kamga, ne vous mettez pas en avant. Si vous mettez en avant, les autres vont estimer que le Off-Orange était conçu pour vous, pour que les gens viennent vous accompagner. Donc nous mettons en place un postulat qui va s'avérer un mauvais postulat. C'est-à-dire, il faut que Kamga ne soit pas candidat. Il faut donc susciter des candidatures qui après, il y aura un arbitrage interne par les primaires citoyens qui permet que celui qui sort le premier, il va être le représentant du peuple aux élections face au régime asservissant de M. Biya Paul. Nous ne réussissons pas à convaincre parce que les égoïsmes des uns et les autres, et chacun veut être un petit président. Et donc, du coup, j'ai regretté parce que des milliers, des dizaines de milliers de Camerounais me le feront le reproche. Mais on était à l'Off-Orange parce qu'on savait que vous étiez candidat. Vous n'avez pas été candidat, vous nous avez déçus. J'arrivais même plus à marcher au marché, à faire des tours pour rencontrer mes amis au marché Mokolo ou bien au marché des téléphones portables ici à Douala, parce qu'on estimait que j'avais trahi toute cette jeunesse qui comptait sur moi parce que je n'ai pas été candidat. Mais c'est parce que nous avions un faux postulat, un postulat qui n'avait pas pris en compte la dimension égoïste d'un ensemble de personnes qui se positionnent pour remplacer M. Biya Paul. Et voilà pourquoi on a échoué en 2011. Et voilà, je réponds à votre question. J'ai répondu à votre question. On n'a pas réussi, mais on n'a pas désarmé, puisque l'Off-Orange, on a décidé de continuer son implémentation. Alors nous sommes en 2018. Présidentielle 2018, ce sera le 7 octobre. Candidat ou pas candidat? Et pourquoi? Oui, c'est une question importante. Il n'y a plus de débat là-dessus.
l'opinion nationale et internationale est désormais édifiée sur le fait que les orangistes n'auront pas de candidat pour l'élection de 2018. Je vais d'abord préciser, donc je ne suis pas candidat pour cette élection. Je vais préciser que je suis d'abord la seule spécialité dont je peux, avec autorité, affirmer en avoir la maîtrise. C'est la science électorale. Les autres disciplines du droit, je suis prêt à prendre des notes lorsque mes collègues ou mes maîtres parlent. Mais en droit électoral, je voudrais bien que les gens prennent les notes quand je parle. Et l'analyse de la situation la situation électorale, sécuritaire et politique du Cameroun nous a amené à dire que le moment est venu pour que l'eau orange soit sur la table comme le modèle. Mais l'eau orange est susceptible d'être corrigée. Nous avons expliqué notre modèle à tout le monde. Et on a dit, maintenant, le postulat de Kamga, non candidat, va être éliminé. Kamga sera candidat. Et cette affirmation a été faite depuis 1 an. Elle a été confirmée le 13 juin dernier, dans un des citoyens que j'ai offert à la presse avec mes camarades. Mais simplement, nous voulions à ce moment, parce qu'on a compris que le système électoral camerounais est l'un des mauvais systèmes qui existent. Il a été conçu essentiellement pour valider la permanence du parti dominant et donc de ce qu'on appelle la dictature du pouvoir de Yaoundé. Comment ça? Dans sa conception. J'ai eu le privilège de travailler avec certains des concepteurs de ce système et ils m'ont rappelé les termes de référence qu'ils ont eus. Et aujourd'hui, à l'analyse profonde du système, on le comprend que c'était vrai. J'ai eu le privilège de travailler avec le professeur Mbomé, avec le professeur Charlie Lep, Gabriel, pas Charlie Gabriel, le professeur Lep. Tous nous ont dit comment le système, les termes de référence qu'ils ont eu lorsqu'il fallait concevoir le système électoral camerounais. Et ça qui est la vérité aujourd'hui. Ce système, pour battre M. Biya, pour être déclaré vainqueur face aux hommes du système, face à M. Biya ou aux hommes du système, il faut avoir ce que j'appelle la masse critique électorale nationale. Et la masse critique électorale, je la définis comme le minimum de citoyens qui deviennent électeurs, qui assument sa responsabilité d'aller voter et de défendre le vote, et ensuite de défendre le vote collectivement. Ça veut dire que nous postulons que des gens sont prédisposés en masse, dans une masse, à pouvoir aller dans la rue, revendiquer un résultat électoral. Donc lorsque vous n'avez pas cette masse critique électorale, vous ne pouvez pas battre un système qui est fondé sur la fraude fondamentale. Il faut rappeler que je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les techniques de fraude électorale. La dernière édition établit 42 techniques de fraude électorale. La 33e technique de fraude électorale, c'est celle qui consiste, par exemple, à déclarer vainqueur celui qui a perdu dans les urnes et à utiliser les forces de sécurité pour respecter ce hold-up. Donc, pour éviter cette 33e technique de fraude, il faut nécessairement avoir une masse critique électorale qui permet au peuple, comme en Ukraine, de sortir en masse, peut-être pas en orange comme en Ukraine, mais je souhaiterais que ce soit en orange, pour exiger le respect des résultats électoraux. Lorsque vous ne pouvez pas avoir cette masse critique électorale nationale, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir donc cette masse critique? Je l'ai démontré. Oui. Aujourd'hui, pour le produire, il faut créer une dynamique collective, comme nous avons fait en 92, qui permet que le peuple se reconnaisse en un candidat du peuple face au candidat du système. Je ne parle pas de candidat unique, parce que le système peut fabriquer d'autres candidats. Et on dira qu'il y aura plusieurs candidats. Mais le peuple lui-même peut reconnaître légitimement le candidat du peuple, donc le candidat de consensus. Il faut donc produire un candidat de consensus qui fédère l'ensemble des énergies, qui va pouvoir permettre de convertir ce que j'appelle les masses critiques électorales locales, MCEL, en masse critique électorale nationale. Or, si on n'arrive pas à cela, on aura évidemment plusieurs des masses critiques électorales locales normales. C'est-à-dire 4 hypothèses de travail qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Que ce soit professeur Kamto, Maître Kerimuna, Cabral Libi, Kamga, Matomba, je ne sais pas qui encore, tous. Chacun peut légitimement prétendre avoir une masse critique électorale locale ou alors plusieurs masses critiques électorales locales. C'est-à-dire qui permet dans un certain nombre de localités de dire que ici c'est moi qui commande, je vais gagner, je peux sortir les gens dans la rue dans cet arrondissement. Des citoyens acquis à leur cause. Voilà. Mais donc, chacun, légitimement, peut dire j'ai des masses critiques électorales locales, je peux me les agréger. Mais vous pouvez les agréger à des localités. Mais vous ne pouvez pas créer l'agrégation des masses critiques électorales nationales qui permettent maintenant de faire un mouvement convergent et unique face au régime.
Et lorsque vous ne pouvez pas l'avoir, ça ne sert à rien. Parce que vous avez un système électoral qui est fait comme je viens de l'expliquer. Et qui s'est structuré de manière à pouvoir, in fine, dire que même si on perd dans les urnes, on va gagner, on peut déclarer qu'on a été élu. Je n'ai aucun problème avec la diplomatie. Je ne sais pas qui a gagné au Gabon, mais hypothèse de travail, supposons que Ping avait raison, vous aurez, dans le cas du Gabon, l'expression de l'utilisation à 31 techniques de fraude. Il dit hypothèse de travail. Bon, maintenant, donc, pour éviter ça, il faut créer un consensus et avoir. Donc, et nous, on a postulé dans l'offre orange que le peuple ne veut pas savoir si tu es un premier parmi les échoués, mais il veut savoir si tu es capable d'accepter d'être 5e, 4e ou 3e parmi les vainqueurs. Mais nous avions voulu donc que chacun des leaders, aujourd'hui, soit dans cette posture et que dans une dynamique consensuelle, qu'on choisisse le 1. Parce que nous, à l'OFORAN, on estime que le pouvoir de transition, parce qu'on ne pense pas le Cameroun être géré en dehors de la transition. Il faut d'abord une transition au Cameroun. Donc, il fallait choisir le 1 par une méthode consensuelle, et tous les 6-7 autres sont reversés dans les 21, parce que nous proposons ce qu'on appelle la solution 22 pour gérer la transition. Et donc, c'était un jeu de qui perd gagne. C'était un modèle très simple qui permettait qu'on fédère les forces et les énergies pour vaincre le régime de M. Biya qui continue à nous abreuver de souffrance. Malheureusement, la démarche que nous avons engagée, on a, toujours en nous mettant à l'abri, en retrait, on a suggéré au professeur Kamto et à Maître Akeremona de convoquer des assises des forces du changement. Peut-être parce que c'est les aînés aussi. Hein, plusieurs raisons ont déterminé notre choix. Maître Kamto a répondu, parce qu'on a saisi officiellement, il faut rappeler que nous avons eu plusieurs discussions avec ces leaders auxquels je viens de faire allusion, et nous on a noté leur prédisposition, affichée et déclarée, à une coalition des forces de changement. C'est pour ça qu'on les a saisis. Mais rendu à date, le 17 juillet, aucune initiative dans ce sens officielle n'avait été faite. Et je ne voudrais pas qu'on vienne ici me dire que non, il y a des choses qui se passent en coulisses. L'élection se caractérise par la transparence. Le peuple ne voudrait pas savoir ce que vous avez négocié dans son dos en cachette. Il veut savoir si officiellement quelque chose est fait. Et officiellement, rien n'a été fait. Publiquement, les gens ont été saisis, il n'y a eu rien. Donc, ces premiers éléments, l'incapacité de garantir une masse critique électorale suffisante en octobre 2017 a été le premier déterminant du fait qu'on ne peut pas avoir une telle maîtrise du système électoral et conduit quand même son peuple vers un cul-de-sac. Le deuxième élément, c'est que j'ai, au nom des orangistes, mis 2 missions sur le terrain. L'une est allée dans le nord-ouest et l'autre dans le sud-ouest. Davantage pour confirmer, après les événements de lundi, il y a 2 semaines, ce que j'avais déjà vu sur le terrain lorsque j'ai moi-même pris mon bâton pèlerin pour faire les 37 localités dans les 2 régions, quand je suis allé il y a à peine un mois. Ces missions sont rentrées avec le rapport. Et le rapport est clair. Il n'y a pas de possibilité. Le peuple de ces régions-là, le peuple camerounais, la partie camerounaise du peuple, la partie de cette région du peuple camerounais, ils ne veulent pas entendre parler d'élection. Ça, c'est une première chose. Ils ont des desiderata qu'ils ont mis sur la table. La commission Mossongué a rendu public et ils attendent qu'on adresse cela. Yaoundé ne contrôle pas le terrain là-bas. Donc, il n'y aura pas élection là-bas. Nous, les orangistes, nous voulons un pays unique. Nous sommes dans la lignée des pères fondateurs de la lutte pour les indépendants qui voulaient la lutte. Nous ne pouvons donc pas aller à une élection qui, quand elle se tiendrait même, consacrerait la partition du Cameroun. Parce que vous aurez une élection dans les 8 régions francophones, mais vous n'aurez pas d'élection dans les 2 régions anglophones. Mais vous aurez des résultats électoraux là-bas, bien entendu. Mais nous, on ne peut pas participer à cette supercherie. Parce que je sais que, dans tous les cas, la libération peut se faire soit par les urnes, soit par l'autre voie, mais dans tous les cas, nous la voulons dans la paix. Très bien. Alors, j'aimerais savoir, comme ça, est-ce que la couleur de votre siège, ça vous va? On vous sait très orange. Est-ce que la couleur de votre siège... Oui, c'est très approprié même d'ailleurs. D'abord, c'est un très beau siège, c'est des très beaux sièges, mais aussi ça rappelle par le rouge que, vous savez, l'orange, ça fait une liaison entre le vert et le rouge. Justement, je voudrais qu'on parle de la couleur orange. Oui, pour rappeler que la symbolique d'orange, c'est que nous sommes en orange. Si on ne prend garde, on va tomber au rouge. Ouais. Et si on tombe au rouge, ça veut dire que le pays est à feu à sang. C'est ce que nous essayons c'est l'attention que nous voulons attirer. C'est alerte. L'alerte. Et donc, ça, c'est la couleur orange et la couleur orange aussi, c'est pour rappeler que nous sommes adossés à la révolution ukrainienne qu'il y a eu en Ukraine.
Et elle se caractérise par quoi? Par le fait qu'un peuple déterminé a pu, face à une dictature qui sévissait sur ce peuple, aller dans les urnes, négocier, obtenir son choix, obtenir un choix qu'il a fait sur le changement. Et quand un pouvoir dictatorial a voulu inverser les résultats, ce peuple est sorti en masse et l'armée républicaine a rejoint le peuple pour exiger que ceux qui ont été choisis dans les urnes s'installent. Et dans le cas du Cameroun, nous pensons, j'ai discuté avec beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée camerounaise au moment de la rédaction de l'Off Orange, et j'ai continué à avoir des discussions avec un certain nombre. Et notre armée est républicaine, contrairement à ce que les gens croient. Nous avons dans l'armée une armée très républicaine. Mais elle est aujourd'hui minée par des groupes spéciaux négatifs qu'on a formés et on a mis dans notre armée qui empêchent que de manière globale, on ait l'expression de cette armée républicaine qu'on a au Cameroun. Je suis convaincu que le jour où le peuple souverain va s'exprimer, cette armée-là, dans sa grande majorité, sera du côté du peuple. Et seuls les éléments qui ont été formés pour autre chose, et ils en existent dans cette armée-là, vont essayer de soutenir un groupe ou un homme. Et naturellement, par leur nombre et par la détermination des véritables forces républicaines, ils ne pourront pas tenir face au peuple et à cette force républicaine. Parce que la grande majorité de l'armée, et j'en ai formé beaucoup en droit de l'homme, elle est du côté du peuple. Elle ne se retrouve pas dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aucun militaire camerounais sérieux, et ceux que j'en connais, ils sont très sérieux, ne peut admettre par exemple qu'on est tiré comme on a vu sur un bébé sur le dos. On ne peut pas essayer comme ça de se balader et de défendre une telle incurie. Parce que ces militaires aussi camerounais ont des enfants et ont des femmes à la maison, ils ont des mères, ils ne toléraient pas. Sauf des gens qui ont été castrés, qui ont été injectés d'autres choses dans la tête. Et je crois que dans l'armée, on en a quand même quelques éléments comme ça que nous demandons à M. Biya de nous les exclure, les exfiltrer avant qu'on ne prenne le pouvoir. Alors dites-nous, vous dites que l'orangisme propose un package gagnant garantissant la rupture totale avec le pouvoir néocolonial. Oui. Expliquez-nous déjà cette idéologie orangiste avant de nous présenter le package gagnant. Comme je viens de dire, je viens de donner les éléments de l'orangisme, c'est-à-dire le citoyen et le détenteur du pouvoir et de la souveraineté. Et c'est ça le cœur de tout. On doit comprendre que le pouvoir appartient au citoyen. Et j'enseigne ça tout le jour. C'est le citoyen qui le transfère dans le cas d'une élection à un individu. Et il garde le droit de pouvoir le récupérer. Le Léviathan est là pour ça. Donc l'orangisme est cette idéologie qui permet que le citoyen se réapproprie sa souveraineté. Et qu'il prenne conscience du fait qu'il est le seul détenteur du pouvoir. Et qu'il s'organise pour gérer ce pouvoir. Si c'est en des mauvaises mains, qu'il le récupère. Vous pensez que les Camerounais ne sont pas conscients de cela? Ils ne sont plus très conscients. C'est pour ça que certains ont été choqués quand je dis M. Biya Paul, par exemple. Heureusement que M. Biya, très averti, a compris que ce n'était pas une insulte. C'était ce qui doit être dit. M. Biya est mon employé, comme il est votre employé. Et on lui paye un salaire pour administrer un pays. Les gens doivent comprendre ça comme ça. Il est locataire et tout dit, il n'est pas propriétaire. Donc c'est parce que les citoyens, on a réussi à leur inculquer trop de choses bizarres depuis pratiquement 60 ans. Qu'aujourd'hui, il y a une tendance, une déification de la fonction présidentielle. Ce qui ne doit pas exister. L'orangisme voudrait déconstruire cela. C'est ça notre idéologie, déconstruire cela. Idéologie de rupture. De rupture totale. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas, le candidat à l'Off Orange que j'étais, le candidat civil que j'étais, nous ne pouvons pas permettre qu'on prenne un mandat pour 7 ans comme les autres. Non, pas du tout. Jamais. Personne ne doit pouvoir prendre le mandat et dire que si qu'on enlève M. Biya et je m'installe, je vais faire mieux que lui. Non, ce postulat est faux. Toute personne qui vient dans ces conditions-là va nous tromper. Au nom de quoi il veut donner un chèque en blanc à M. Biya? Nos aînés et nos parents qui sont là, qui ont été contents, très contents. J'étais à Paris quand M. Biya arrivait en 82, nos aînés nous racontent comment il y avait une liesse, ils étaient très contents et tout, parce que M. Aïdjo partait. Maintenant, on a donné un chèque en blanc à M. Biya. Tout le monde se rend compte 36 ans après que ça a donné. Il n'est pas question dans l'orangisme de donner un chèque en blanc à qui que ce soit. C'est pour ça que nous ne postulons pas un pouvoir individuel après M. Biya. Nous postulons la gestion collective du pouvoir pour gérer une transition qui va être de 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, c'est de 4 ans. 4 ans, c'est déjà un mandat présidentiel dans un pays comme les États-Unis. C'est suffisant. Pourquoi prendre 7 ans? Pourquoi confisquer la souveraineté du peuple pendant 7 ans? Il faut d'abord faire l'état des lieux du Cameroun. C'est ça l'orangisme. Faire l'état des lieux de ce qu'on trouve. Donc l'orangisme, de ce point de vue, s'impose comme mouvement révolutionnaire. On doit rompre avec les pratiques qui nous asservissent, qui produisent le mal-être qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et un individu, qui qu'il soit, il ne s'agit pas de venir faire des projets de société. Vous faites des projets de société, c'est l'escroquerie totale.
L'orangisme postule que le Cameroun est comme un supermarché en faillite, je le rappelle toujours. Vous ne pouvez pas avoir un supermarché en faillite et les actionnaires disent notre supermarché ça ne fonctionne plus très bien et tout le monde se met à l'extérieur du supermarché et on commence à dire non, je suis un bon directeur, donnez-moi les clés, je vais bien gérer cette affaire. C'est que c'est tous des bandits. Pour redresser un supermarché en faillite, il y a une logique simple. Il faut d'abord fermer le supermarché, faire un audit général, avoir l'état des lieux et présenter les chiffres de cet état des lieux. Et maintenant, tous ceux qui ont appris à gérer les choses et qui peuvent le justifier à leur CV vont prendre ces données et vous proposer que, bon, sur la base de cette donnée, voilà ce que je propose pour gérer. Sinon, et comme le pays n'est pas un supermarché, donc on ne peut pas arrêter le pays de fonctionner, on ne peut pas fermer le pays à un moment donné. C'est pour ça que nous, à le fond, il faut le 1 et le 21. Le 1, le président de transition, gère les affaires courantes dans le cadre d'un gouvernement de 15 membres. Il gère la santé, l'éducation, tout ce qu'il faut pour que le pays continue à fonctionner. Et les 21 gèrent maintenant le supermarché fermé, c'est-à-dire ils gèrent tout ce qui est élément de transition. Ils vont faire quoi? Il y a une commission nationale d'audit, dans laquelle commission, il y a 6 comités d'audit. Il faut auditer l'ensemble des contrats, des engagements internationaux. Tout ce que nous avons signé, que ce soit les engagements bilatéraux ou les engagements multilatéraux. Tout ce que le Cameroun a signé avec des multinationales, y compris des mafieuses. Je l'ai rappelé encore il y a quelques temps. J'aime toujours prendre cet exemple. Au nom de quoi on va peut-être confier, par exemple, notre rail à un individu, alors que c'est nous qui avons le terrain. C'est nous qui avions le rail. C'est nous qui avons construit nos gares. Donc le gars vient pour vendre juste les tickets. Hein, et on lui donne tout notre rail. On n'a même plus le droit de circuler à côté. C'est-à-dire même les terrains d'à côté, on ne peut même pas utiliser. Et ce gars, c'est un expatrié, une mafia. Donc tous ces contrats, messieurs, vont être audités. Tout ce qui est dol, on va purement et simplement les annuler, ces contrats-là. Et vous allez vous rendre compte que quand on va auditer tous ces contrats internationaux, ces engagements, on va se rendre compte que certains qui nous prennent aujourd'hui comme des débiteurs vont se retrouver des débiteurs et nous, on sera des créanciers. Et c'est eux qui vont négocier maintenant la manière dont ils vont nous rembourser des dettes. Et en même temps, il faut auditer les terrains, c'est-à-dire l'audit foncier. Des gens par leur position de pouvoir ont pris des milliers d'hectares, parce qu'ils étaient ministres ou directeurs de cela, pour que nos petits-enfants, nos enfants et nous-mêmes, on achète le terrain chez eux ou chez leurs parents. Ça va s'arrêter. Tous ces titres fonciers vont être annulés nécessairement, parce que le pays appartient à tout le monde. Les positions de pouvoir ne doivent pas permettre qu'on s'approprie l'ensemble des biens. Le Cameroun, c'est quoi? D'abord, les immeubles de l'État, c'est quoi? Le patrimoine administratif de l'État, il faut l'auditer. Le compte financier de l'État, on doit être sûr de ce qu'on a. Ce qu'on nous publie, c'est pas sûr toujours. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on ne connaît pas les chiffres du pétrole? On ne connaît rien du tout. Nous ne sommes pas à la pomme pour savoir combien de barils sortent tous les jours, même si on nous publie les chiffres dans le... Non, pas du tout. Donc, il faut auditer tout ça. Et sortir un rapport général d'audit qui est l'état des lieux du Cameroun. Il faut ensuite amener les Camerounais à repenser de manière endogène leur pays. C'est ça qui va être fait par une commission des lois de la Troisième République. Et cette commission va repenser la Constitution, sera une constituante, et les mécanismes de dévolution de pouvoir, qu'on appelle par exemple le code électoral, naturellement avec un organe de gestion des élections. Et quand je dis repenser le Cameroun, parce qu'aujourd'hui, la constitution qu'on a, elle est rafistolée. C'est-à-dire une constitution mise par les Français qu'on a rafistolée depuis 61, après 72, après on se retrouve avec l'histoire qu'on a depuis 96, qui a rien d'endogène là-dedans. Nous, les orangistes pensent que même le nom du Cameroun doit être repensé. Moi, je ne sais pas si mes amis Sawa se reconnaissent dans les crevettes trop, mais moi, je ne me reconnais pas dans les crevettes comme élément d'identité du Cameroun. Pour qu'on dise Rio dos Cameroun, c'est ça qui est... Donc, on doit pouvoir même trouver un nom plus authentique. Plus authentique qui nous rappelle qui nous sommes à la réalité. Donc tout ça doit être repensé. La capitale doit être repensée. On ne peut pas continuer à casser les gens à Yaoundé, par-ci, par-là, parce qu'on veut rendre beau ce qui n'est plus possible. C'est plus possible de faire de Yaoundé ce qu'elle n'est pas. Sauf si vous voulez peut-être chasser toute une partie de la population et refaire une capitale. Or, on a des zones comme le BAM, dans lesquelles on a des espaces suffisants et on a une géographie, un environnement qui s'y prête, on peut faire une nouvelle capitale. Donc tout ça fait qu'on va repenser le Cameroun, y compris l'audit sécuritaire. Donc tout ça, on va repenser. Et ça se fait dans une transition. Mais le cœur de notre modèle, c'est la commission Vérité et Réconciliation. Ce chapitre-là, je l'ai débattu pendant près de 7 heures de temps avec le cardinal Toumi. Il y met un point d'honneur là-dessus. J'ai eu le privilège de rencontrer le président Nelson Mandela, grâce à son épouse unie, malgré ce que ces gens ont dit. Il a une conception
il a puisqu'il a écrit, même s'il n'est plus là, sa pensée reste, de la commission Vérité et Réconciliation qui m'intéresse, c'est ce que j'ai essayé de traduire dans le Orange avec mes camarades. Le gap, comme je le rappelle toujours, qu'il y a entre les oppresseurs et les opprimés dans ce pays est tel que si on y prend garde et qu'il n'y a pas un mécanisme de rapprochement qui se met en place, la guerre qu'il y aura dans ce pays va être pire qu'au Rwanda. Parce que des gens ont pendant près de 50 ans, de plusieurs décennies, utilisé leur position de pouvoir pour commettre des crimes les plus inimaginables. Que ce soit des crimes de sang, des crimes économiques, des crimes, toute forme de crimes. Et le ressenti que les citoyens normaux ont est tel qu'il faut créer un mécanisme de rapprochement. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'un gars qui vend au marché central, qui vient mettre son étalage là, au marché central par exemple de Yaoundé, et que des gens qui, Awara comme ils appellent, on vient, on ramasse tout ça, on part avec. Ils viennent de prendre l'argent dans une petite tontine de quartier, 100 000 francs pour avoir un capital, les gars s'en vont avec. Vous ne pouvez pas imaginer ce que lui garde comme ressentiment. Et que demain, même si l'enfant de Simiévouna qu'il voit, il peut se mettre à réagir d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez dire, mais est-ce que c'est un gars normal? Mais vous ne savez pas ce qu'il a vécu, pardon. C'est ce que j'appelle la logique de l'action-réaction. Les gens peuvent juger les réactions sans savoir ce qu'il y avait comme action et qui entraînait la réaction. Donc il faut qu'il y ait une mécanique de réconciliation entre le peuple qui permet que les victimes pardonnent au bourreau. Au bourreau, oui. Et Mandela estime qu'il y a 3 phases lorsqu'on met cela. Et si vous inversez les phases, ce n'est plus la même chose. La première phase, c'est que les bourreaux doivent reconnaître leurs crimes. La deuxième, et ça qu'on appelle la vérité. Et après sa deuxième phase, ils doivent demander donc pardon, tendre la main. Et parce que les victimes ont bien compris, ils doivent donc accepter le pardon et tendre la main, et c'est la réconciliation. Il faut commencer par ça. Et nous allons mettre en place une telle commission au Cameroun qui nous permettra donc d'avoir aussi pour les crimes économiques gérer ce qu'on appelle le contrat de tolérance. Parce que dans le contrat de tolérance ici, c'est que lorsque la révolution va aboutir, nous donnerons 60 jours à tous les citoyens qui ont touché l'argent de l'État. 60 jours. Et les frontières vont être fermées pour tout ce monde. Que vous ayez été fonctionnaire, agent public ou gestionnaire de crédit ou simplement bénéficiaire de marché public, vous aurez 60 jours pour remplir un formulaire de type formulaire d'impôt. Oui, j'ai touché de l'argent, j'ai peut-être géré par moi-même, près d'1 milliard ont été gérés pendant 10-20 ans. Je sais que près de 300 milliards ont été distraits, 300 millions ont été distraits. Bon, j'ai fait un immeuble de 100 millions de francs, j'ai encore 10 millions dans mes comptes. Je vous jure sur l'honneur que c'est vrai. Donc, vous signez ça, vous déposez. Les prête-noms aussi doivent signer, tout le monde. Quand c'est vrai, l'immeuble de 50 ou de 100 millions, vous signez déjà le transfert de propriété à l'État. Vous faites un virement de 10 millions pour le compte de l'État. Mais pendant 3 ans ou 4 ans, le période de transition, vous gérez vous-même l'immeuble. Si ça produit 1 million par mois, 500 000 dans le compte de l'État et 500 000 dans le compte, dans votre propre compte. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que votre enfant, qui peut-être a été habitué à dépenser 1 million par an, et dans une école, je ne sais pas où, parce que vous lui envoyez de l'argent volé tous les ans, soit subitement coupé de ressources. Là où il se retrouve. Peut-être qu'il était en train de faire une école d'ingénierie quelque part, il n'a pas demandé à être chez vous. Donc il faut vous donner l'occasion de lui dire que maintenant, vous n'avez plus la possibilité de lui donner cet argent. Il doit aussi chercher à faire la planche, comme moi j'ai fait de temps en temps, mais à partir de l'année prochaine ou de 3 ans. Donc il ne faut pas que les effets collatéraux viennent plomber la mécanique de réconciliation. Et donc cela permet que nous avons fait des calculs. En 4 ans de transition, nous allons pouvoir récupérer environ 5 000 milliards de francs CFA que les gens vont donner simplement. Mais est-ce que vous faites confiance à la personne qui va venir vous dire oui, il me reste 10 millions? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour être sûr de ce que le monsieur d'en face va vous dire? Mais puisqu'il y a une commission qui va... Il y a un autre service qui va être mis en place. On vous dit, vous jurez sur honneur. Puisque la loi camerounaise va être claire. Si vous avez menti dans votre rapport et qu'on a la preuve, vous irez en prison pour la peine maximale sans circonstance atténuante. Donc, la vérité que vous dites, c'est le prix à payer pour éviter d'aller en prison pour la peine maximale qui est prévue pour le crime économique que vous avez causé. Donc vous savez qui vous attend. Puisqu'après avoir déclaré, il y aura des enquêtes
et des mécanismes de dénonciation publique vont avoir lieu. Si un voisin, comme on le sait par exemple aujourd'hui, on sait que ce voisin-ci, il est là, même si son nom qui est là, mais c'est en fait son frère qui est inspecteur de douane à tel endroit, qui prend l'argent tous les jours, qui a ça, ce voisin a la capacité de venir dénoncer. De dénoncer même de manière anonyme à la commission qu'on met en place pour faire ce travail. Et si la commission vérifie que c'est effectivement ce voisin n'est pas capable d'avoir cet argent et de construire cet immeuble, et que c'est en fait il le prête nom de tel, vous allez tout en prison, le prête nom de vous-même. Donc il vaut mieux pour chacun de faire la déclaration publique et la République va pardonner et il gardera tous ses droits civils politiques, y compris celui d'être conseiller, maire ou député le mois d'après, s'il a déclaré publiquement ce qu'il a fait pour la République. Et la réconciliation va se mettre en place. C'est de ça qu'il est question. Et on a 5 000 milliards, madame. Avec ça, on recommence le Cameroun. Puisqu'avec cet argent, une partie va être transférée pour le Progressi, le programme de rectification citoyenne. C'est-à-dire que depuis des années 50, fin des années 50, le Cameroun, dans le cadre de la lutte révolutionnaire que mène le peuple camerounais, l'UPC et autres, le Parlement estudiantin, Cap Liberté, tous ces mouvements qui ont travaillé, pour lesquels des centaines et même des milliers de personnes sont mortes, tous ces gens, leurs mémoires doivent être revalorisées. Les gens les victimes, les parents, les enfants et autres ont été indemnisés pour les crimes que l'État, sous un régime mafieux, a pu commettre contre ces personnes-là. Et c'est ce fonds-là qui va permettre. Donc une partie va être transférée pour la rectification citoyenne et l'autre partie, maintenant, pour le redémarrage de notre pays. Alors, vous ne participez pas aux élections, vous ne donnez pas de consignes de vote. Est-ce qu'on doit comprendre là que vous n'avez été séduit finalement par aucun programme ou alors par aucun candidat? Madame, est-ce que... Je ne veux pas parler des programmes. Nous voulons être cohérents. Ce n'est pas une question de séduction. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question sérieuse. Vous voyez, depuis que je parle de la République. Et je parle des citoyens qui souffrent. Vous croyez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de venir ici dire qu'on a un bon programme de santé ou un bon programme d'éducation. Vous comprenez que je suis... Le projet que nous portons est en opposition totale à ce qu'on voit sur le terrain. Parce que tout ce qu'il y a sur le terrain, c'est un peu du blabla. C'est comme sur le terrain d'état normal. Les gens viennent dire, j'ai un programme, voilà comment il fait la santé, voilà comment il fait pour l'éducation. Le Cameroun, c'est pas là où on est aujourd'hui. On n'est pas là. On n'est pas là. On doit d'abord récupérer le Cameroun. C'est quoi le Cameroun? Et vous comprenez que personne ne met ça sur la table. Personne ne nous parle comment on va faire la réconciliation. Ça peut être selon la volonté d'un homme qui va dire élisez-moi aujourd'hui et je vais venir vous dire comment se réconcilier, comment on fait ceci. Non, ça ne doit pas être la volonté d'un individu, c'est le collectif. C'est les citoyens de manière collective qui doivent pouvoir structurer cela. C'est pour ça que je parle de la révolution. Sur le terrain, pour l'instant, il n'y a aucun programme révolutionnaire. Et la question pour nous, les orangistes, ce n'est pas de soutenir quelqu'un qui a le programme. Il fallait d'abord que les gens acceptent la gestion collective de la transition. Et personne n'a accepté la gestion collective. C'est-à-dire que tout le monde est dans une logique de gérer un pays normalement. C'est-à-dire, M. Biya qui le remplace. Je peux donc faire mieux comme Aïdjo Biya aurait fait mieux par rapport à Aïdjo. Et donc, dans 20 ans, 30 ans, on appréciera si c'était bien. Mais nous, on n'est pas dans cette logique. On est dans une logique de rupture. Et on recommence. Pour recommencer, il faut faire l'état des lieux. Donc, la question est, votre question, c'est, quelqu'un nous a séduit. Personne n'a ce programme de rupture. Et donc, personne ne peut nous séduire. Et la conséquence de cette réponse, c'est de dire, si quelqu'un l'avait, nous aurions pu dire, on s'associe pour produire la masse critique. Mais puisque personne l'a, on ne peut pas avoir la masse critique, puisqu'on n'a pas une dynamique collective de gestion de pouvoir. Beaucoup de citoyens ne se reconnaissent pas. Ceux qui vont se reconnaître dans Camto ne se reconnaîtront pas dans Aussi. Ceux qui vont se reconnaître dans Aussi ne se reconnaîtront pas dans Akele. Okay. Chacun a, et c'est normal, chacun a des ambitions légitimes. Mais j'ai plutôt un souci dans l'incapacité d'effacement personnel pour le collectif qui peut-être a gouverné certaines personnes et qui ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir une dynamique puissante face à M. Biya pour résister à la mécanique de fraude. Et non, malheureusement, je ne peux pas, en tant que idéologue et mandataire de l'Orange, cautionner d'amener mon peuple vers un cul-de-sac. Il y a un 7 octobre, il y aura un après 7 octobre. Tant qu'on n'est pas dans une dynamique révolutionnaire, le peuple doit aspirer à son changement. Et le changement ne passera pas par des lignes supplémentaires dans un CV ancien candidat à président ou chef de l'opposition, où je suis sorti premier ou deuxième. Mais ça se passe que le peuple qui est dans la rue là, mon peuple qui nous écoute aujourd'hui, qui est au match central à Koulouloum, je suis né pas loin de là, ce peuple-là a besoin de savoir est-ce qu'il est libéré. Est-ce que vous m'avez libéré? Il n'est pas en train de chercher à savoir si vous avez eu un bon score. Il veut savoir s'il a été libéré. Et bon, donc, quel que soit ce que vous faites, si ça ne conduit pas à sa libération, vous l'avez trompé.
Et comme nous ne voulons pas être partisans de cette dynamique de tromperie du peuple, on dit on attend le 7 octobre et puis maintenant on va peut-être recommencer. Finalement, pour vous, quels sont les enjeux donc, de cette élection présidentielle-là, déjà pour les partis politiques de l'opposition? Voyez-vous, je ne sais pas. Vous me demandez quels sont les enjeux pour eux, c'est à eux de structurer leurs enjeux. C'est à eux de savoir quelles sont leurs ambitions, je ne veux pas juger à la place de qui que ce soit. Et pour le pays alors? Pour le pays, l'enjeu, c'est de démontrer une fois de plus qu'on est en démocrature pour les citoyens camerounais. Pour M. Biya, c'est de montrer qu'il a la légalité. Mais il doit savoir que l'élection se définit aussi par la rencontre. C'est-à-dire l'élection est aussi cette mécanique qui permet de construire la rencontre entre la légalité et la légitimité. M. Biya cherche la légalité parce qu'il n'aura pas de légitimité. Et le système électoral est fait de manière à ce que cette légalité ne rencontre même jamais la légitimité. Puisque même avec 25%, vous pouvez être élu dans le type de système que nous avons aujourd'hui. Mais comme disait Muammar Kadhafi, on ne peut pas admettre la dictature des minorités sur les majorités si on estime qu'on est en démocratie qui se structure, qui se comprend comme le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, comme disait Abraham Lincoln. Donc de ce point de vue, l'enjeu pour M. Biya, c'est d'avoir la légalité, c'est-à-dire d'acter au nom du peuple camerounais légalement, même s'il n'a pas la légitimité. L'enjeu pour certains opposants, c'est de dire j'ai été candidat et j'ai eu un score X. L'enjeu pour d'autres, c'est j'ai participé quand même à l'élection, j'étais face à M. Biya. Et peut-être l'enjeu pour d'autres, c'est de dire je suis le principal leader de l'opposition désormais. Bon, je ne sais pas, je n'entre pas dans ces détails-là. Mais peut-être que de manière aussi naïve, certains pensent qu'ils vont pouvoir être à la place de Biya au 8 octobre, malgré le système. Pourquoi vous dites de manière naïve? Non, excusez-moi, ce n'est pas une insulte à qui que ce soit. Je vais dire, je ne sais pas qui pense comme ça. Mais je dis certainement, il y a la meute aussi autour d'un certain parti politique qui pense que leur leader fait beaucoup de foule de temps en temps et donc il va gagner. Mais je vais dire que M. Biya peut perdre, mais il va être déclaré vainqueur. Donc il y a une différence, parce qu'il ne faut jamais que les gens altèrent mes propos, comme j'ai vu certains dans les réseaux sociaux dire Dr Kamga, il postule que Biya a gagné déjà. Non, je n'ai jamais dit ça. Il y a une différence entre être déclaré vainqueur et avoir remporté l'élection. Oui. Et j'ai dit donc que le système électoral aujourd'hui fait que un candidat est dans une posture où, quel que soit l'issue, il sera déclaré vainqueur. Selon vous, en tant qu'expert des questions électorales, qu'est-ce qui fait problème à Elections Cameroun? C'est la structure ou ce sont les personnes? Madame, j'ai fait un ouvrage, l'un de mes derniers ouvrages, c'est Règle sur la démocratie. Les 100 problèmes du code électoral camerounais, le sous-titre de cet ouvrage. Il est d'ailleurs en réédition, il va sortir encore au mois d'octobre prochain. Donc, c'est spécieux de regarder le problème d'élection Cameroun comme essentiellement un problème d'hommes. Le conflit a été institutionnalisé. Donc, dans la conception de l'organe, on a conflictualisé le fonctionnement de l'élection de Cameroun. Il fallait que, de manière permanente, qu'il y ait la possibilité du conflit. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est dans la loi d'abord. Et maintenant, les hommes qui ont été mis à la tête de cette structure, j'ai dénoncé M. Babale en son temps, j'ai dénoncé l'attitude de M. Eno Abraham, parce que les premiers actes publics qu'ils ont posés étaient des actes totalement illégaux. J'ai fait une conférence de presse pour le rappeler. Donc, quand des gens ne sont même pas capables d'avoir des gardes par rapport à la loi électorale, de respecter la loi, ils ne peuvent pas eux-mêmes mettre en œuvre la loi électorale, puisque pour eux, ça ne renvoie à rien du tout. Donc, la structure a été conçue pour être en conflit permanent. Elle n'a pas été conçue pour permettre la pacification des rapports sociaux comme l'élection voudrait être. L'élection, c'est une pacification d'abord des rapports sociaux, c'est la première fonction de l'élection. Il y en a 3 fonctions. Pacification des rapports sociaux, choix des dirigeants et puis contrôle sanction des dirigeants. Donc, c'est pas comme ça. Et donc, quand dans un pays, l'organe de gestion des élections n'a pas de respect vis-à-vis de la loi électorale, que même le président de la République, je le dis de manière solennelle, lui-même viole la loi électorale, et que ça semble être naturel. Parce qu'on est arrivé dans une logique de banalisation totale de la loi. Je suis plutôt sidéré de voir cela. C'est-à-dire qu'on a un consensus national, y compris des acteurs politiques, y compris de la classe universitaire, sur la violation, c'est-à-dire que tout le monde se tait. Les derniers actes de nomination, par exemple, je ne cite que cet exemple, fait par M. Biya,
nommant le directeur général et le directeur adjoint, sont des actes totalement contraires à la loi électorale. Mais ma dénonciation est passée comme inaperçue, personne n'a pris, même les politiques n'ont pas récupéré. Parce que la loi lui fait obligation de nommer pour 3 ans, il en a nommé pour 5. Il devait nommer pour le reste du mandat. Mais si déjà, on peut laisser passer des choses de cette nature, c'est pas demain, quand ils vont violer de manière globale la loi, qu'on va trouver que c'est extraordinaire, puisque c'est déjà c'est entré dans la norme, c'est-à-dire. Et donc, vous parlez donc de la loi électorale. Je profite de votre plateau pour rappeler que c'est d'ailleurs une autre supercherie du système électoral camerounais. On nous dit que c'est Élection Cameroun qui gère l'ensemble du processus électoral. C'est faux. Élection Cameroun ne gère qu'une partie du processus électoral. Élection Cameroun n'est que maître d'une partie du processus. Donc c'est une des grosses escroqueries juridiques et politiques et même communicationnelles que de prétendre et de rabâcher les oreilles de l'opinion au quotidien pour dire qu'il y a un organe de gestion totale qui a la gestion de l'ensemble du processus. Je dois rappeler ici que le leadership en termes de gestion des élections par Élection Cameroun s'arrête au niveau des commissions communales. Après la commission communale, Élection Cameroun devient un participant au processus et non le gestionnaire du processus. Pour la simple raison que la matière première qui est utilisée pour produire les résultats finaux des élections, c'est le procès verbal des élections, qui est fabriqué au niveau de la commission locale de vote. Et ces PV qui vont servir jusqu'à la commission nationale de recensement de vote. Il y aura un procès verbal intermédiaire au niveau de la commission départementale. Mais c'est le procès verbal de base. Là, Élection Cameroun est le patron. Ouais. Mais à partir de la commission départementale, qui lui va centraliser les résultats venus des commissions communales, et ensuite des commissions, avant les commissions locales, à partir de la commission départementale, Élection Cameroun est membre du processus comme les autres et n'a aucun pouvoir particulier sur le processus électoral. La commission départementale est gérée par un magistrat. Désigné par le président de la commission du tribunal de grande instance, la commission régionale par un magistrat désigné par le président de la cour d'appel et la commission nationale de recensement de vote est gérée par un magistrat désigné par la Cour suprême. Donc Élection Cameroun envoie ses représentants qui n'ont aucun rôle prépondérant, sinon un rôle de manutention administrative, c'est-à-dire ils portent les documents. Donc c'est ça le système. Le système est totalement vicieux. Et donc en un code électoral, je vous ressens sans problème, vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, Elections Cameroun est en l'état actuel des choses. On va au vote. Comment donc faire pour avoir des élections libres et crédibles? Exemple de tout reproche. Donc, la première chose, c'est que, monsieur, il faut, je ne suis pas sûr qu'un système néocolonial ancré sur la dictature permanente comme celui de monsieur Biya peut nous favoriser l'émergence d'un cadre qui permet d'avoir des élections justes, libres et transparentes, parce qu'ils ne sont pas configurés pour. Parce que la première condition, c'est d'accepter que... Parce que vous voyez, l'élection, c'est quoi? C'est que des gens sont ensemble, il faut choisir une personne qui les représente. Il faut donc que ces gens qui doivent choisir une personne s'entendent sur le cadre légal de choix. Même comme dans une tontine, une réunion familiale, n'importe laquelle, pour élire des gens, vous vous accordez d'abord sur ce qu'on appelle les statuts, sur les critères, et ainsi de suite. Et vous vous accordez. Quelqu'un ne peut pas écrire et vient vous imposer. Donc il faut que M. Biya et son système acceptent qu'on négocie un code électoral consensuel. Mais tant qu'il va apporter son code électoral, avec tous les vices qu'il y a à l'intérieur, c'est qu'on ne veut pas des élections libres et transparentes. Lorsque, en avril 2012, ils ont produit cette affaire-là, qui a aujourd'hui, qu'on appelle code électoral, je respecte parce qu'on est en République, et quand c'est voté, c'est une loi, il faut l'accepter. Mais du point de vue du droit électoral, c'est vraiment une insulte au Cameroun, et surtout pour un pays qui a le plus grand nombre de juristes au mètre carré en Afrique. C'est-à-dire qu'on a des brillants de part et d'autre. Donc c'est une grosse insulte. Donc ce code en avril, quand il est déposé, nous sortons un document pour montrer les insuffisances. D'abord, avant qu'on l'amène au Parlement, nous avons été victimes d'une escroquerie. M. Biya a demandé à son premier ministre de me recevoir comme beaucoup d'autres, comme une trentaine d'autres personnalités. Nous avons donné nos avis avisés, si vous voulez, pour la construction d'un véritable code électoral. Mais on a été surpris de voir que finalement on nous balance une histoire pratiquement incongrue, une incongruité totale, une hérésie juridique au Parlement qui a été adoptée. Donc, la première condition pour avoir des élections fiables, c'est un consensus sur le cadre juridique de dévolution du pouvoir, donc sur le code électoral. Le deuxième élément, naturellement, c'est la conséquence de l'autre. Il faut un consensus sur l'organe de gestion des élections. Parce que ces gens qui vont transférer leur pouvoir, il faut qu'ils acceptent que l'homme qui va gérer le processus organisationnel des élections soit crédible. Si dans une réunion de quartier, la personne qui va
être le bureau pour le choix des élections. Vous n'avez pas confiance en lui, vous ne pouvez pas avoir confiance à la personne qui a été élue. Donc il faut que Election Cameroun, qui est encore une autre escroquerie, parce que nous vivons la commission électorale nationale indépendante. Et on l'a voulu pourquoi? Parce qu'il faut aussi balayer cet argument que le RDPC met sur la table tout le temps, que dans les autres pays, c'est le MINAT, le ministère de l'Intérieur qui ont réussi. Mais c'est vrai aussi que quand on va atteindre un niveau de démocratie avancé et qu'on aura confiance que le gouvernement sera effectivement un gouvernement apolitique, entre guillemets, qui pourrait faire la différence entre le RDPC et la fonction politique. À ce moment-là, le MINAT pourrait organiser. Mais quand même on en est à une situation où même le ministre de l'administration territoriale se croit autorisé à pouvoir décider de qui est président dans un parti politique, vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge à la réalité. Alors, pourquoi les partis politiques, ou alors les hommes politiques, beaucoup plus de l'opposition, qui critiquent Elections Cameroun, vont quand même aux urnes? On sait que c'est mauvais, et pourquoi on y va? Moi-même, j'étais prêt à y aller, si on est capable de produire la masse critique électorale. Parce qu'à ce moment, je vous ai dit que les masses critiques électorales locales peuvent bloquer les fraudes électorales. On bloque au moins 80% de fraude électorale si on a la masse critique électorale locale. C'est-à-dire que si dans un quartier, on a la masse critique électorale locale du quartier, un quartier peut faire l'objet de 4 ou 5 bureaux de vote, dont si c'est 4 bureaux de vote, c'est 2000 personnes. Si sur les 2000 personnes, vous avez 1000 personnes engagées, qui sont des vrais citoyens, qui ont compris le droit électoral et qui peuvent défendre leur vote, alors vous avez la masse critique électorale dans ce quartier. Ça veut dire que Election Cameroun ne peut pas tricher. Ça veut dire qu'une autorité administrative ne pourra pas tricher. Parce que le peuple de ce quartier va se dresser et exiger que ce qui est là, qu'on ait le bon PV. Donc là, au niveau local, on bloque, on a une masse critique qui permet de produire la matière première dans le PV crédible qu'on envoie en haut. Sauf qu'en haut, cette masse critique électorale, par rapport au système, ne peut plus jouer. En haut, c'est la commission communale. Et cette fois-là, il faut avoir la masse critique au niveau communal. Donc, des gens qui vont donc quitter leur quartier pour venir au niveau communal, faire le pied de grue et exiger que les PV qu'on est parti du bureau de vote avec soient les mêmes PV qu'on va centraliser. Mais si vous ne pouvez pas avoir ça à ce niveau-là, vous allez commencer à avoir un problème. Donc, nous, on dit, il faut qu'on soit dans un consensus global au niveau des forces de changement pour être capable d'avoir les masses critiques au niveau local, au niveau communal et au niveau national. Mais vous êtes d'accord? La disparité des candidatures au niveau de l'élection présidentielle ne peut pas permettre d'avoir cela. Donc c'est pour ça que le feu orange, en même temps on dit on ne sera pas la présidentielle, mais les citoyens, les orangistes, les révolutionnaires orangistes sont en train de se préparer pour être présents dans les élections locales en attendant qu'on puisse capitaliser sur la masse critique électorale locale pour éventuellement construire à partir de cette masse critique électorale locale la dynamique des masses critiques nationales qui vont permettre de balayer le régime. Parce qu'on n'est pas obligé forcément d'attendre une prochaine élection. On peut aller dans la rue et revendiquer, exiger. Parce que la loi électorale actuelle, qui a été faite contre la volonté du peuple, nous sommes été partis à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. M. Biya l'a ratifié en février 2012. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il venait finir l'élection. Je crois qu'il ne savait pas qu'il devait être encore. 2018 était très proche aussi. Donc il a ratifié. Ça veut dire que dans ces chartes, on dit si vous modifiez les lois, la Constitution et les lois électorales, soit pour rester au pouvoir ou pour accéder au pouvoir, c'est contre la volonté du peuple. Et donc on va s'occuper de vous. Donc cette charte, cet instrument international légitime la récupération de la souveraineté du peuple hors du circuit électoral. Donc, même après des élections, si nous pouvons mobiliser notre peuple, on peut l'amener dans la rue et exiger que notre voix soit comptée. Vous parlez de masse critique électorale locale. On est bien d'accord que très souvent, les partis politiques de l'opposition n'ont pas toujours des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Est-ce que ce n'est pas là déjà une faiblesse? Mais vous comprenez, vous touchez le nœud du problème. Si vous êtes capable d'avoir une masse critique électorale locale, ça veut dire que dans cette masse critique électorale locale, ça veut dire que cette masse de citoyens engagés qui sont inscrits, ces citoyens-là, qui sont allés voter et qui veulent devant le vote, vous pouvez donc trouver des gens qui peuvent surveiller dans votre, qui peuvent vous représenter à bureau de vote. Donc si vous ne pouvez pas avoir de masse critique électorale locale, vous n'aurez pas donc de scrutateurs. Parce qu'il faut que le paradigme soit bien compris. J'ai entendu un candidat dire qu'il aura 47 000, même 45 000 scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Je ne sais pas lequel. Mais la question n'est pas d'avoir des scrutateurs dans le bureau de vote. On ne vient pas dans le bureau de vote seulement pour observer. Ce n'est pas les observateurs. Donc les scrutateurs doivent venir voir si votre propre résultat a été fait. Si vous n'avez donc pas des électeurs même dans une localité, et vous envoyez les scrutateurs, c'est pour venir scruter quoi? À la limite. Rien du tout. Donc il faut déjà, celui qui est capable d'envoyer les scrutateurs doit être capable aussi d'être sûr qu'il a des gens dans la localité et donc ces gens doivent pouvoir se muer en masse critique électorale pour défendre son vote. Donc la question n'est pas seulement de surveiller.
Pour surveiller, il faut avoir des gens déjà dans la localité. Et donc, si ces gens sont en nombre suffisant, vous aurez la masse critique. Alors, maintenant... Donc, vous avez totalement raison. On ne peut pas prétendre à gagner une élection si on ne peut pas surveiller partout. Mais si on surveille aussi, même si on surveille partout et qu'on n'a pas de masse critique dans la localité, ça ne sert pas tout aussi à grand-chose. Alors, vous, expert des questions électorales, est-ce qu'aujourd'hui, votre position n'est pas un peu ambiguë, vu que vous êtes maintenant un politique, je dirais, partisan? Je ne sais pas si je suis politique partisan. Je n'ai jamais changé, je suis un acteur de la Révolution, je me bats pour les droits de l'homme. Et les droits civils et politiques font partie des droits de l'homme. Maintenant, je ne sais pas de quel parti ou partisan par rapport à quoi. Je suis un adversaire du système néocolonial, du régime de Yaoundé. Si ce faisant, je cesse d'être un acteur de la société civile, alors je l'accepte. Puisque ça n'a jamais été autre chose. Si ma voiture a été cribée de base, c'est parce que j'étais un adversaire du système. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai été candidat que je cesse d'être ce que j'ai été. J'étais candidat de la société civile, je voulais être candidat indépendant, mais la loi ne permet pas qu'on ait des candidats indépendants, sauf s'ils ont 300 signatures. Et pour les conseillers qui sont, dans certaines régions, tenus au couteau par le RDPC, ce n'est pas possible d'en avoir. Donc, ceux qui veulent juger ma position ambiguë, c'est leur... ils sont libres de le faire. Mais je suis resté cohérent pendant 25 ans au moins, et je ne changerai pas. Je suis un adversaire du régime asservissant de Yaoundé. Et je n'ai pas été membre d'un parti politique. La branche politique de l'Oforange s'est créée. Je n'en suis même pas un des dirigeants, soit dit en passant. Et ce n'est pas cette branche politique qui devait adopter ma candidature, puisque nous avons déjà contacté un parti politique qui nous a donné le OK pour pouvoir adosser, puisque la branche politique qui vient de se créer n'a pas encore d'élus. Mais la branche politique est en train de travailler pour avoir ses candidats, pour porter les candidatures indépendantes pour les prochaines élections. Donc, tous les candidats indépendants qui ne voudraient pas être dans un parti politique ont désormais le socle de la branche politique de l'Oforange pour se positionner parce qu'ils ne seront pas tenus par un appareil politique quelconque. On aura le parti politique comme essentiellement un des critères administratifs exigés par la loi pour pouvoir accéder, mais ce sera pour porter les candidatures indépendantes parce qu'il est faux, il est inadmissible. D'ailleurs, c'est légalement répréhensible aujourd'hui. Le système électoral camerounais, du point de vue du droit international, du droit régional, est en contradiction avec le droit régional des élections. C'est-à-dire que nous avons une jurisprudence. La première décision de fond, rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, traite justement des candidatures indépendantes. Et je vais ici tirer un chapeau au professeur Alain Didier Olinga, qui a fait un article que je recommande vivement, pour analyser cette première décision de fond qui a été rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut noter que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est une cour qui a été instituée il n'y a pas longtemps et qui donc traite des violations des dispositions de la charte, qui est pas en opposition, qui vient ici combler certaines faiblesses de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui était essentiellement un organe conventionnel. Mais on a un organe juridictionnel. Le Cameroun est état partie déjà au protocole, à cette cour, mais elle n'a pas signé la déclaration. Mais c'est pour rappeler seulement que les candidatures indépendantes, l'inexistence des candidatures indépendantes dans notre système électoral est contraire au droit international. Mais comme c'est le cas, et que nous savons que plein de nos amis dans les marchés, dans les universités veulent être des candidats indépendants, nous allons leur offrir le socle maintenant de la branche politique pour le faire. Alors, Elections Cameroun annonce un peu plus de 6 millions de Camerounais enrôlés sur les 23 millions que compte le Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ces chiffres qui sont quasi similaires chaque année? D'abord, je ne vais pas faire l'insulte à mes amis qui viennent d'être nommés à la tête d'élection de Cameroun. Je connais Eric, le grand frère Eric Soussé depuis une vingtaine d'années. Parce que lorsque j'ai travaillé sur cette question électorale, il était un des fonctionnaires du ministère. Lorsque j'ai travaillé avec son boss de l'époque, le directeur des affaires juridiques, M. Eva. Et donc c'est quelqu'un de très brillant, y compris le secrétaire général actuel du ministère de l'administration territoriale. Donc ces gars qui sont à l'élection de Cameroun, ils ont une connaissance des élections très différente de ceux qui étaient là avant. Vous savez que j'ai eu un problème très sérieux avec M. Taminou de l'époque, parce que très souvent on nomme des gens qui ne connaissent pas le droit électoral. Ceux qui sont là aujourd'hui ont une connaissance que je peux dire éprouvée du droit électoral. J'espère qu'ils feront mieux et qu'ils vont peut-être se départir de leur couleur politique, puisque M. Karimou est membre du RDPC et jusqu'à date, il n'a pas encore officiellement démissionné. Donc, est-ce qu'ils vont nous produire des chiffres différents? Parce qu'en 2011, on nous a produit des chiffres totalement bizarres. Certains des collègues, ont cru devoir dire que j'ai dit des conneries à l'élection de M. Biya Paul. M. Biya a été déclaré élu.
Je ne conteste pas, il est le président de la République du Cameroun, je suis un républicain, je l'accepte. Mais qu'on ne me dise pas que du point de vue du droit électoral, il a eu l'assentiment du peuple. Non, pas du tout, puisque les chiffres qui ont été publiés, quelques semaines après, les responsables d'élections de Cameroun de l'époque nous ont dit qu'ils étaient en train de toiletter le fichier électoral. Fichier électoral qui a permis de proclamer M. Biya vainqueur. Et on disait qu'on était déjà à 500 000, près de 500 000 doublons qu'on a ressortis des 17 listes. Alors, si on met ça, et ils étaient en train de continuer. Ça, c'était avant qu'on ne fasse ce qu'on appelle la refonte. Donc, pour dire que quoi? Que quand l'élection de Cameroun lui-même dit, après une élection, qu'ils sont en train de revoir le fichier et qu'on a enlevé des milliers de doublons, ça veut dire qu'en fait, c'est des doublons qui ont élu à la limite, pour une bonne partie. Donc, la crédibilité des chiffres publiés par l'élection de Cameroun est à remettre en question. Et remettre en question, et c'est pour ça que je dis, les acteurs politiques, ceux qui s'engagent, devraient pouvoir comprendre le discours, analyser en fond. Parce que le consensus de 91, qui est traduit dans le système électoral camerounais en termes de commission, devait permettre que tous les acteurs du processus électoral soient dans les commissions électorales à tous les niveaux du processus, depuis les inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats. Officiellement, c'est le cas. Mais on est venu créer un biais quelque part, où Élection Cameroun, après qu'on est inscrit, va aller refaire informatique des listes quelque part où personne d'autre qu'Élection Cameroun est là. Et j'ai chaque fois pointé que, mais attendez, vous ne pouvez pas aller travailler sur les listes seuls. Il faut une commission là-bas. Mais ils le font seuls. Et donc, ils viennent nous republier ce qu'ils veulent, qui peut ne pas être en accord avec les chiffres qui ont été effectivement collectés sur le terrain. Il faut donc, pour avoir des bons chiffres, qu'à tous les endroits du processus, que tous les acteurs se retrouvent. Ce n'est pas le cas pour l'instant au Cameroun. Et donc, j'ai des problèmes sur les chiffres publiés par l'élection de Cameroun. Un autre problème, c'est que, comme les acteurs qui vont à ces élections vont rencontrer, c'est que la loi autorise qu'on puisse voter avec des récépissés quelque part. Hein? Il y a une jurisprudence à ce niveau. La loi donne que les cartes d'identité peuvent être utilisées. Donc, quand les gens ont perdu leur carte, ainsi de suite. Mais messieurs, il faut le dire de manière officielle aujourd'hui. On nous a payé des centaines de milliers de cartes qui n'étaient pas retirées. On ne sait pas ce qu'on va en faire aujourd'hui. Les cartes d'identité pour la production devient un problème dont les récépissés sont en cours. Et la capacité, le système électoral, on a refusé la vraie biométrie au Cameroun. On a une semi-biométrie, comme vous le savez. Parce qu'il faut noter qu'on ne l'a pas dit suffisamment, mais la biométrisation du système électoral a deux étapes. L'identification et l'authentification. On a accepté l'identification, mais on a refusé l'authentification. On ne peut pas parler de la biométrie sans authentification. Parce que l'identification, c'est quoi? C'est-à-dire, vous allez devant l'appareil, on collecte vos données qu'on met dans une puce ou dans un élément. Et maintenant, l'authentification, c'est quoi? C'est que le jour où vous venez voter, par exemple, un même appareil similaire est là et on l'authentifie comme dans un aéroport. On vient authentifier que votre passeport, c'est le bon passeport parce qu'on a mis dans un appareil pour authentifier que les données collectées, c'est celles qu'on retrouve là. Exactement. Alors, quand on refuse l'authentification, ça veut dire qu'on présuppose, on subodore qu'il y a une possibilité que des gens qui n'ont pas les mêmes données identifiées se retrouvent en train d'être au moment de l'authentification. Donc, on fait une authentification manuelle. Donc, tout ça, c'est la fraude électorale. Or, pour gérer tout ça, c'est la masse critique électorale à la limite. Donc, j'ai aucune confiance aux chiffres d'élection de Cameroun. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir un potentiel de 16 millions d'électeurs et se contenter d'un fichier électoral de 6 millions de personnes. C'est quand même gravissime. Et je profite sur cette question de nombre pour dire, si M. Biya, pour son régime, voulait un temps soit peut-être plus crédible en matière électorale, ils peuvent aussi faire appliquer les dispositions constitutionnelles. L'article 2.3 de la Constitution qui rend pratiquement le vote obligatoire. Alors, à ce moment, on n'aurait plus la possibilité de manipuler les chiffres électoraux. Parce qu'il faut dire aux Camerounais que cette disposition de la Constitution est l'une des seules dispositions de la Constitution de 1972 qui n'a pas été modifiée. Et que nos parents nous rappellent comment ça se passait au moment où le vote était obligatoire au Cameroun. C'est-à-dire avant la réforme de 90, avant qu'on ne commence le pluralisme, les parents nous disaient que il y avait toujours des contrôles de police où on vous demandait deux choses. Votre taxe, c'est-à-dire le ticket d'impôt, et votre ticket de vote. Si vous n'avez pas voté, vous avez une contravention. Parce que le vote était obligatoire. Cette disposition n'a pas changé, c'est l'article 2.3. Le vote est libre et secret, y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. On n'a pas dit que peuvent participer. On a dit tous les citoyens. Mais or, comme le système, avec le multipartisme, le système s'est rendu compte que si on maintient cette disposition, au moins 8 techniques de fraude électorale qui travaillent sur le dénominateur électoral, c'est-à-dire qui sont liées au dénominateur électoral, ne peuvent pas être utilisées. Et donc, il faut garder cette possibilité d'utilisation des 8 techniques, c'est-à-dire la manipulation des chiffres.
Et donc, c'est pour ça qu'on n'applique pas. Donc, M. Biya n'est pas sérieux, n'est pas sérieux, n'est pas crédible du point de vue des élections en refusant qu'on puisse avoir un dispositif électoral qui soit crédible. Alors, quel regard jetez-vous sur les visites successives du président de la Commission de l'Union africaine et le grand souverain de l'ordre, le grand maître de l'ordre de Malte qui va quitter le Cameroun dans quelques heures? Je sais tout simplement que tout ça a empêché que les citoyens de Yaoundé ne puissent circuler normalement pendant quelques jours. Donc il y a plus de malheur que de bien pour les citoyens des villes. Paix à son âme, Charles Ateba Yéné a écrit un livre très intéressant sur les loges et autres. Et donc je regarde tout ce qui est loge, tout ce qui est opaque avec beaucoup de distance. Donc tout ce qui se passe dans une chambre un peu cachée avec des initiés bizarres là, c'est un peu, moi ça m'intéresse pas beaucoup parce que à la réalité je suis un républicain, je crois à la force des citoyens et non à la force des trucs un peu cachés. Donc il vient ici maintenant faire quoi au moment où il y a des élections? Ceux qui sont initiés peuvent nous le dire, mais je suis certain que c'est pas dans l'intérêt de nous autres les Camerounais. Maintenant pour ce qui est du président de la Commission de l'Union africaine, je pense qu'il est important que l'Union africaine s'intéresse à la situation du Cameroun. Je pense qu'il est important que la communauté internationale globale s'intéresse à la situation camerounaise. Parce que l'absence d'élections démocratiques peut entraîner l'instabilité. Et l'instabilité peut irriguer la région. Et on sera là dans... il faut que la possibilité d'utiliser le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies puisse être envisagée. Donc, je pense que c'était important aussi que le président de la Commission de l'Union africaine, si jamais il est venu dire à M. Biya de prendre au sérieux les revendications des régions anglophones et surtout les désidératas des populations sur les élections, c'est des visites que j'apprécie beaucoup. Et si cette visite intervient au moment où il a manqué de se rendre dans un autre pays voisin avec le président avec le secrétaire général des Nations Unies, ça veut dire aussi qu'une chose induisant l'autre, ça veut dire que les mêmes préoccupations pour la sécurité et la paix dans la région liées à la question de la démocratie, peut-être ça concerne tous les différents pays. Et c'est pas crédible pour la communauté internationale de ne pas s'intéresser au Cameroun. Je sais que j'ai beaucoup d'adversaires qui diront que Ilia Kamga, il aime la communauté internationale, il voudrait qu'on vienne l'installer, ou je sais pas, des histoires de cette nature, mais c'est spécieux et ça ne passe plus. Justement, certains politiques disent que vous êtes le porte-parole des États-Unis. Et si on relit un peu votre sortie après permettez la tautologie, la sortie de l'ambassadeur des États-Unis qui a demandé au président Paul Biya de passer la main, est-ce que quelque part ils n'ont pas un peu raison? Non, écoutez... Puisque tout le monde a crié à l'ingérence, vous êtes venu dire non. Bon, je sais pas si... Je soutiens la position des États-Unis. Est-ce que là... Je ne sais pas si tout le monde a fait. Vous êtes une journaliste très sérieuse et dans une chaîne très sérieuse et qui s'adresse à des citoyens qui sont extrêmement nombreux. Disons la majorité alors, plusieurs oui, beaucoup, que ce soit du parti de l'opposition. Oui, je préfère qu'on dise beaucoup. Oui, plusieurs. Oui, je ne sais pas parce qu'on n'a pas de statistiques. Mais je ne suis pas intéressé par les gens qui estiment que je suis américain ou pas. D'abord, je rappelle, je l'ai dit sur ce plateau et d'autres, je suis citoyen d'honneur américain. Hein, on ne m'a pas donné par faveur, c'est par rapport à des états de service qu'on m'a donné ce titre. Hein, je suis citoyen d'honneur américain. Je suis un citoyen camerounais, je n'ai pas pris d'autres nationalités en dehors de ce que je viens de vous dire comme ça. Mais ça n'a rien à voir. Quand les États-Unis ne sont pas prennent des positions qui ne m'intéressent pas, je le dis de manière solennelle, je fais des interviews, y compris dans les journaux occidentaux, contre les États-Unis, sans que ça pose un problème à qui que ce soit. Et après, je suis reçu au département d'État, je suis reçu au Congrès, sans que ça pose un problème. Je me suis opposé, par exemple, sur la guerre d'Irak, ça ne m'a pas empêché d'être, quand je vais aux États-Unis, être reçu au plus haut niveau. Donc, maintenant, pour ce qui est de mon pays, je dois préciser que les États-Unis m'ont aidé beaucoup dans le travail que je fais pour la démocratie au Cameroun. Et ce travail-là, si ça se retrouve être bloqué par un régime qui ne veut pas que le peuple retrouve au centre, je vais naturellement le dénoncer. Et si pour le dénoncer, on doit dire que je suis pro-américain, ça c'est le problème de cela. J'ai étudié en France et pas étudié aux États-Unis, par exemple. J'ai plus d'amis français qu'américains, soit dit en passant. Donc ça ne m'intéresse pas. Le problème était clair. Est-ce que ce que monsieur l'ambassadeur des États-Unis disait était vrai? C'était vrai, puisque nous le disions avant lui.
la première correspondance écrite par l'Oforan sur cette question, où on disait souvent M. Biya, parce qu'il est pris en otage, il faut qu'il libère le pays. Quand quelqu'un est dans cet âge-là, il doit laisser se reposer parce que la retraite est quelque chose de normal et que vraiment il faut que les gens le laissent, qu'il aille prendre sa retraite. C'était avant l'ambassadeur des États-Unis. Donc, que l'ambassadeur des États-Unis vienne le dire après, et que je trouve que c'est normal. Il est venu dire que ce que nous disons déjà depuis. Et puis, je veux que ce soit clair aussi, en fin de compte, en définitive. Il faut que cela soit clair que, à la réalité, si M. Biya et son régime continuent de prendre le peuple camerounais en otage, il est normal que nous puissions crier au secours. Et quand on crie au secours, les voisins vont entendre. Et les voisins peuvent venir nous aider à nous débarrasser d'un régime asservissant aussi. Mais ce faisant, on ne signe pas des accords mafieux avec les voisins, comme le régime actuel a signé des accords mafieux avec le régime. Et il est incongru aujourd'hui de défendre un régime qui nous a mis là où on est, qui nous a signé des accords mafieux avec la mafia france-africaine, alors même que nous sommes en train de nous battre pour que le peuple reprenne sa souveraineté. Alors, l'un des acteurs du processus électoral est le Conseil constitutionnel. Quelle analyse faites-vous de ce nouvel acteur-là? Non, il ne faut pas enlever le Conseil de son contexte. Certains des membres du Conseil, je les connais très bien. Il y a des gens très crédibles que je connais dans le Conseil constitutionnel. J'ai eu le temps d'être reçu de manière très solennelle à un moment donné au Conseil, à la Cour suprême, par le président Dipanda, Mouelé, à qui je rends un grand hommage. Et il était naturellement accompagné de M. Atangana, qui est là aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, il y a des gens assez crédibles, mais ils sont pris en otage par le système. Ils sont pris en otage par un système. Et les premières postures de ce Conseil constitutionnel par rapport au système d'élection qu'on a nous montrent qu'il n'y a pas beaucoup de choses à entendre. J'ai été sidéré de voir, par exemple, le président du Conseil constitutionnel se retrouver à la place du 20 mai pour attendre une femme, une dame, avec tout le respect que je lui dois, qui ne figure nulle part sur le protocole d'État ou sur la hiérarchie de l'organigramme de la République. Et que mon président du Conseil constitutionnel vienne attendre pendant 40 minutes une femme dans une fête qui n'est pas nationale, comme ça, pour se mettre, ça m'a posé quelques soucis par rapport à l'allégeance qu'il peut avoir vis-à-vis d'un individu ou d'un clan. Alors, pour sortir rapidement, on parle un peu du plan humanitaire d'urgence en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Pour vous, il faut pacifier avant de reconstruire. Qu'est-ce que vous mettez dans la pacification de ces régions? C'est une chose simple. Vous ne pouvez pas... Quelqu'un vient vous dire qu'il a les maux de tête, vous commencez à lui faire un pansement sur le pied. Les anglophones, nos frères anglophones ont dit clairement ce qu'ils voulaient dans un rapport qui a été remis, que M. Moussongué a rendu public. Il faut donc réaliser ce qu'ils ont demandé. Et la première chose, c'est le dialogue. Il faut ouvrir un dialogue direct avec la partie anglophone, qui permet maintenant de mettre en minorité les extrémistes de tous les différents camps, et donc de permettre que le dialogue se mette. Ce n'est qu'après ça qu'on peut penser à un plan d'assistance humanitaire. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient faim, c'est pas de ça qu'il est question. Ils n'ont pas besoin d'assistance humanitaire, que ce soit ceux qui sont allés au Nigeria ou ceux qui sont déplacés dans le pays. Donc ce plan, c'est une autre vaste escroquerie nationale à laquelle nous ne pouvons pas conseiller aux citoyens d'y participer, parce que ça ne répond pas aux desiderata des populations anglophones. J'étais dans ces régions et j'ai encore envoyé 2 délégations. Ça ne fait pas partie des préoccupations de ces régions qui veulent d'une part qu'on puisse dialoguer avec eux, qu'on cesse de les militariser, qu'on cesse de les soumettre aux dictats qui sont en train de vivre là-bas. Justement, à l'état actuel des choses, comment faire pour dialoguer avec des personnes qui ont déjà pris des armes? Mais ça, c'est spécieux de le dire. Il ne faut pas insulter le peuple anglophone. Nous avons fait une proposition concrète, qu'on cesse de nous dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face. Parce que le peuple anglophone, à 2 reprises, a montré qu'il pouvait se réunir et produire un leadership. J'ai demandé à M. Biya et à ses hommes, convoquer le cardinal Toumi, convoquez Chimboukété, parce que vous pouvez dire que le cardinal Toumi est de l'opposition, entre guillemets. Ouais. Convoquez-le, il est du nord-ouest. Il va aussi dans la centaine. Convoquez Chimboukété, il est du sud-ouest, il va aussi dans la centaine. C'est des gens qui n'attendent plus de poste, chacun a fait ses preuves à tous les niveaux. Demandez à ces 2 personnalités de pouvoir vous suggérer chacun dans 15 personnes dans le nord-ouest, 15 personnes dans le sud-ouest. Ils trouveront des gens qui ont un consensus. Et vous aurez 30 personnes en face pour discuter avec vous au nom des anglophones. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin de dire. Ce n'est pas tous les anglophones qui ont pris des armes. Et quand bien même ils auraient pris des armes, quel est le pays dans lequel on avait véritablement reconstruit la paix après la guerre sans mettre à table ceux qui avaient les armes? Même aujourd'hui, on discute avec le Hamas. En Centrafrique, pour discuter, c'était les gens qui étaient avec les armes avec qui on a discuté. On n'a pas dit on va jeter les gens qui avaient les armes. Quand les gens ont pris les armes, c'est qu'il y a un problème. Donc on est obligé de discuter avec eux à un moment ou à un autre. Docteur Ilay Kamgara, c'était un plaisir de m'entretenir avec vous. Le plaisir est partagé, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était Entretien avec le docteur Ilay Kamgara. Merci d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain.
STV, votre télé.